OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire entendre un petit montage que j'ai fait. Je ne sais pas si vous allez l'entendre comme il faut. Donnez-moi quelques instants, si je peux le trouver. Donc, si vous avez bien compris, si vous avez bien entendu ce que je viens de vous faire entendre, en fait, c'est l'intro de l'émission de Richard Glenn, qui est d'ailleurs en ligne présentement. Bonjour Richard, est-ce que ça va bien? Bonjour Carole. Ben oui, ça va très bien, évidemment. Un beau petit samedi matin comme ça peut pas aller mieux. T'as un beau petit soleil. Oui, OK, là, t'avais un petit écho. Je t'entendais ça, mal. On est au téléphone en même temps qu'on est sur Skype, imaginez. OK, oui, c'est ça. Je sais que j'ai pas le... Tu m'as pas calé sur Skype encore. Fait que j'ai non, pas le... je vais faire ça immédiatement. Sais-tu? Attends un peu. Non, pas ça. Ce que je vais faire... attends... Bon, c'est pas grave, là, j'arrive dans quelques instants. Il n'y a pas de majuscule dans ce que tu m'as donné? Non. OK. Et le chiffre, c'est? Regarde ce que je vais faire. Je vais t'appeler sur le Skype. Ah ben, OK. Ça va peut-être être moins compliqué. Tu vas me demander d'être ton ami. Je suis déjà dans tes amis. Bon, bref. Regarde, Richard, je vais faire un petit topo. OK, là, je te vois. Bon, parfait. Je vais baisser mon volume, par exemple, pour pas qu'on entende en studio la réverbération de... Non, il n'y en aura pas, là, comme c'est parti là. C'est bien pour le public qui nous écoute présentement en direct. Je suis content d'être avec toi, Carole, d'autant plus que on a fait déjà presque 2 heures ensemble pour se préparer pour l'émission il y a quelques jours. Ça t'a donné beaucoup de matière et surtout beaucoup d'informations très privilégiées. Peux-tu placer ton téléphone de côté pour que j'ai une image plein écran? Oui, je vais te donner une petite idée. Je vais demander à Alain de prendre ma tablette et de faire un petit tournée du studio pendant que... Ben oui, mais de côté. Oui. Moi, je vois juste une bande. Oui, mais là, présentement, de l'autre sens. Mais dans l'autre sens. Alors, Alain, c'est le Alain? Oui, Alain, le pilote de drone qui est allé chez toi, justement, cet été. Je pense que je viens de te perdre sur le Facebook, pas le Facebook, sur le Skype. Non, moi, je te vois très bien, là. Ah, c'est bizarre. J'ai perdu complètement. OK. D'accord. Bon, OK. On fait de la technologie dans de la technologie. En même temps. Là, je vais demander à Alain de prendre le vidéo, le Skype. Il va faire le tour pour te montrer le studio. Oui, vous avez un beau petit studio. Oui, c'est très bien. Mettons qu'on a vraiment, puis c'est une belle équipe avec qui je travaille. Je trouve ça vraiment cool. Là, je vais faire une présentation de toi pendant qu'Alain va tourner la caméra, qui va faire le tour du studio. Tu m'entends? Oui, bien d'accord. OK. Premièrement, Richard Glenn, tu as été professeur d'éducation physique de jour jusqu'en 84 et enquêteur de soir. Comme l'expression d'Astérix et Obélix, t'es tombé dedans quand t'étais petit, si on veut. Le monde du paranormal, l'ésotérisme et les ovnis, pour toi, tout a commencé à l'âge de 5 ans. Tu as aussi été journaliste au journal Le Droit dès l'âge de 17 ans. Ensuite, il y a eu aussi
as traduit 2 livres, donc Le gouvernement secret, Opération Cheval de Troie en 88. C'est mon frère qui a traduit, mais c'est par mon intermédiaire que ça a été publié chez Louise Courteau Éditrice, et ça fait fureur même à travers le monde. Je sais pas si les gens se souviennent de 2 petites plaquettes écrites très petits pour économiser des feuilles, mais c'était une bombe dans le domaine de l'ufologie dans les années 80. Aujourd'hui, on en entend beaucoup parler par Internet. On peut dire, là, on va en parler, c'est sûr, au cours de l'émission. Le monde a changé, puis pas à peu près. Tu sais, on nous disait ça pour le fameux World Trade Center quand il y a eu l'attaque le 11 septembre. On disait, le monde a changé après. Oui, il a changé, mais surtout à cause d'Internet, je pense. Et, oui, en effet. Tu gardes? En plus, quand tu as dit journaliste à 17 ans, il y a des gens qui ont dû regimber en disant hey, ça se peut pas, il peut pas être accrédité journaliste s'il n'y a pas 18 ans minimum. Mais en fait, j'étais déjà à l'emploi du journal Le Droit, le seul quotidien de langue française de l'Ontario, qui est diffusé tous les jours, donc quotidien, à Ottawa et aussi à Toronto. Et j'étais déjà là comme d'abord en emploi d'été. À 16 ans, à 17 ans. Okay. Et après, l'automne arrive et là, ils m'ont dit, écoute, si tu veux rester avec nous, on t'engage comme journaliste. Mais mon anniversaire est seulement au mois de février. Donc, j'ai fait tout l'automne en restant dans les bureaux du journal Le Droit pour colliger des articles sur différents dossiers puis ajuster. Parce qu'ils trouvaient que j'avais une bonne plume et pas de faute d'orthographe. On n'avait pas comme aujourd'hui de l'Internet avec les correcteurs instantanés. Et on écrivait ça au dactylo, clic, 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 là, à main. Dans la même salle de nouvelles du journal Le Droit, à la même époque, il y avait un jeune journaliste beau, frais et dispo qui s'appelait Bernard de Rome. OK, oui. Tu l'as connu. Oh, oui. Tout le monde le connaît, Bernard de Rome. Et donc, à un certain moment donné, il disparut. On l'a revu à la télévision de Radio-Canada, tout le monde le sait, pendant des années, ça a été sa carrière. Et c'est un monsieur qui avait une très, très grande intégrité en tant que journaliste. Moi, je le voyais, c'était un des rares que je voyais arriver avec un petit magnétophone. Quand il présentait un reportage ou un dossier, il avait tout enregistré des entrevues qu'il avait faites et les réécoutait dans la salle des nouvelles, alors que tout le monde était au dactylo, clic, 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 clic. Imagine une salle où il y a une trentaine de journalistes qui pitonnent, c'est pas sur des claviers d'ordinateur, mais c'est sur des anciens, il y avait même beaucoup de dactylo électriques. IBM, là, tu te souviens, avec la boule là, qui tournait à toute vitesse. Ça se faisait un vacarme, puis lui, il avait ses écouteurs à ses oreilles, puis il prenait en note le verbatim, le mot à mot. Alors, c'était les 2 petites remarques que je faisais sur ma biographie que tu as présentée rapidement. J'ai été dans l'enseignement... Et j'ai pas terminé de te présenter comme c'est là. Oui, de 1968 à 1984, j'ai été professeur d'éducation physique et je me suis spécialisé non seulement diplômé de l'Université du Québec à Montréal, mais aussi en enfance inadaptée et plus précisément pour les mésadaptés socio-affectifs. Alors donc, il s'agit de faire affaire avec, surtout à une époque où j'étais plus proche du bas de la ville de Montréal, à une catégorie d'élèves un peu particulière, et ça m'a amené, ce que pourrait dire, dans les bas-fonds de la société. Et on a vu que je commençais à être en dépression. Ça a l'air que c'est le dû de beaucoup de professeurs à notre époque. Là. Ils ont de la misère avec l'intégration de pas seulement les gens qui viennent de d'autres pays, de d'autres cultures, mais l'intégration aussi, qu'on disait, des enfants qui ont des problèmes. Mais des problèmes, pas seulement les TDA ou les TDAH, mais aussi les mésadaptés socio-affectifs. Alors là, on peut dire qu'on en a vu de toutes les couleurs. Autant de la drogue, les réseaux de prostitution juvénile et tout. Ça faisait qu'on avait souvent la visite de la police qui, le jeudi après-midi, on faisait des comptes rendus avec des travailleurs sociaux, puis on élaborait comment agir avec tel ou tel élève. Et après 6 ans, ben là, c'était assez. Là, ça commençait à me faire basculer dans mon équilibre psychologique. Et c'est là qu'on m'a transféré dans une école élémentaire où là, de la maternelle à 6e année, c'était le bonheur total. Pour un professeur d'éducation physique avec 3 gymnases, une palestre, accès à un aréna, à une piscine,
ça pouvait pas être mieux. Alors, j'avais élaboré des techniques d'éducation en me servant de beaucoup de matériel qui permettait à des élèves de faire au gymnase une première partie qu'on pourrait appeler de réchauffement par eux-mêmes, avec la musique et tout. Puis après ça, on allait dans la palestre où on faisait des exercices aux appareils. Puis on terminait par des exercices ou des jeux collectifs. Là, on apprenait le basketball et tout ça. Et tant et si bien que ma technique était bien appréciée de la Commission des écoles catholiques de Montréal à l'époque, CSC. Alors, je me souviens d'avoir reçu à quelques reprises des délégations de gens d'Europe ou même du Japon, qui venaient voir un peu comment on procédait, parce que c'était original. Ils ont même fait à quelques reprises des émissions de télévision à partir de mon école où j'étais. Ben voilà, je voulais juste mettre un petit peu, parce qu'on restera pas longtemps sur ma biographie, j'imagine, Carole. Non, j'ai plein d'autres choses à dire de toi, d'ailleurs. Comment tu dis? J'ai plein d'autres choses à dire de toi. Ben là, tu connais tout. Je n'ai rien cassé à Carole. Presque. Elle a été formidable, là. Les gens savent peut-être pas, mais la semaine prochaine, c'est-à-dire le 6 octobre en soirée, on aura l'occasion de voir sur mon émission qui est sur Internet toute l'entrevue que tu m'accordes et que je t'accorde présentement, parce que mutuellement, on se filme. Moi, ça va être pour l'Internet, mon site Internet qui est très, très visité, puis qui est très, très actif. Alors, imagine, ils vont te voir en pleine action. Oui, mais soyez indulgents, parce que le temps que je vois, où est-ce que ça serait la meilleure place pour moi de placer ma tablette? J'ai eu un petit peu de misère ici et là, parce que le son était pas le son, mais l'image était pas très claire. Je me voyais un peu comme pas tout le temps bien. Ça me plaçait. J'ai changé ma tablette de place, fait que soyez indulgents pour ceux qui vont regarder la vidéo. Mais là, elle devrait plus bouger comme c'est là, fait que les gens vont pouvoir voir quelque chose qui a quand même de l'allure. Oh oui, c'est excellent, ça. Écoute, on est tous les deux dans un monde un petit peu, j'allais dire, paranormal. Moi, quand j'avais mon émission à Montréal, à CKVL, qui est une grosse station qui avait pignon sur rue à Montréal, il y avait CKC, CJMS, Radio-Canada et CKVL. Ben, je faisais très souvent mon émission en compagnie de ma caméra pour mettre après ça sur les réseaux de câbles au Québec, des entrevues que m'accordaient. Pourquoi réinviter le même invité deux fois? C'est une fois en studio à Vidéotron, mettons, puis après ça, une fois pour la radio. Je leur disais, on fait une pierre deux coups. Et ça améliorait aussi l'intérêt de certains invités. Mm-hmm. Je me souviens d'avoir reçu même des Américains qui parlaient à peu près pas français. Puis on s'arrangeait pour faire en même temps bilingual. On le faisait, ils parlaient anglais, français, puis on arrangeait ça même sur une station de radio francophone. Oui, la traduction écoute, en direct en même temps. Je suis verbomoteur, comme tu as remarqué. Mais là, je vais te laisser aller un peu, là, parce que je suis sûr que tu n'as pas fini ma bio. Là. Non, pas du tout. Fait que là, parle plus, 2 secondes. Je vais continuer. Parle plus, je vais pouvoir continuer. Tu as écrit l'épreuve par l'épreuve en 92. De quoi parle ce livre-là? Comment tu dis? Tu as écrit l'épreuve par l'épreuve en 1992. Mm-hmm. De quoi ça parle, ce petit bouquin-là? Ben, celui-là, c'était que j'avais eu des déboires avec la Cour et que ça a été réglé en cours totalement reconnu non coupable et tout ça. Mais ça, le public entend des choses, mais ils n'entendent pas tout. Non, les médias sont bien bons pour modifier et mettre des gros titres beaucoup plus... payant ou qui attire là, quelque chose qui est pas vraiment spectaculaire. Ouais, c'est ça, exactement. Ils font du spectacle, surtout quand on est des gens considérés comme des gens de spectacle. Ils pensent que, tiens, on est fait pour faire du spectacle, on va en faire. Ben, où ça frappe le plus et où ça punch, ça donne du punch. C'est ça que le monde aime. Les gens pensent... je voulais pas vraiment en parler comme là en ouverture. Je savais pas que ton livre portait là-dessus. Mais justement... j'ai profité du livre pour couper le livre en différents chapitres des différentes étapes d'un procès au criminel, accompagné dans chaque cas, d'une anecdote ésotérique de mon vécu. Mm-hmm. Alors, j'ai expliqué une anecdote qui est arrivée entre moi et René Lévesque, alors qu'il il venait de quitter la politique comme premier ministre du Québec. Okay.
Mais avant qu'il soit élu, la première fois de sa vie, je l'avais rencontré. Et tout le monde sait, ou je sais pas, toi tu le sais, mais je suis médium. Mm-hmm. Et quand j'ai rencontré René Lévesque la première fois, on était dans le même magasin de fruits et légumes sur la rue Bernard, à Montréal, et dans Outremont. Et là, je l'attends dehors. J'étais en moto. Moi, j'avais une Honda. René Lévesque sort de là. Il était même pas encore premier ministre du Québec. Je lui dis, Monsieur Lévesque, je suis médium. Je vous annonce que vous allez être le prochain premier ministre du Québec. Mais il a dû dire, tu es un farfelu. Mais surtout, faites très attention en automobile. Vous allez avoir un accident. Vous ne serez pas blessé. Mais ça va être un accident très grave. Eh bien oui, dans les semaines qui ont suivi, en sortant d'un bar ou quelque chose, un restaurant dans le bout de Côte-des-Neiges, il a été au volant de son automobile et il a tué quelqu'un qui traversait la rue. Oh. Alors, c'était un accident très grave et les médias n'ont à peu près pas parlé pour éviter que ça fasse un esclandre, tout ça. C'était vraiment un homme qui était en état d'ébriété très avancé, disons peut-être un clochard, là, puis il n'a pas pris considération qu'entre deux automobiles là, sur une rue où les gens circulent à une vitesse normale, ben René Lévesque n'a pas eu le temps d'arrêter ou de tourner, il l'a frappé puis il l'a tué. Bon, c'était un accident. J'avais vu qu'il y avait un accident grave qui s'en venait pour lui. Alors, j'ai eu des contacts avec le bureau du premier ministre pour me demander si j'avais d'autres visions. Donc, ils ont décidé de te consulter pour les prochaines à venir. Alors, le pire, écoute-moi bien, et si je te dis ces choses-là, c'est que j'ai des témoins, OK? OK. Parce que dans ce domaine-là, si on n'a pas de témoins, on peut raconter n'importe quoi puis se faire, après ça... se faire ramasser. Oui, c'est ça, on va dire le terme. C'est comme quand je dis que j'ai été journaliste au journal Le Droit d'Ottawa. Oui, t'as ta carte encore, ça, je l'ai vu. Ben oui, c'est ça. J'ai ma carte de journaliste de l'époque. Elle m'avait été donnée alors que j'avais encore 17 ans. Mais on m'avait dit, regarde, la carte de journaliste, elle devient effective, appliquée seulement à partir de tes 18 ans, c'est-à-dire au mois de février suivant. Alors, on se comprend. C'était comme un encouragement pour rester à l'emploi du journal. Ben, parce qu'il faut croire que tu étais très bon dans ce que tu faisais. C'est pour ça que, tu l'as eu si jeune que ça, en effet. Tu devais avoir la qualité requise. Exact. Alors, ça a continué parce que j'ai pas écrit 35 livres, mais je me suis donné beaucoup sur Internet maintenant. On essaie d'avoir un site. En tout cas, quand moi j'écris, il n'y a pas de faute d'orthographe. Geneviève m'accompagne aussi, même chose. Elle est aussi bonne en français qu'en anglais, mais il y a d'autres collaborateurs qui, eux, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Moi, je dis que les fautes d'orthographe, c'est comme une automobile rouillée. Tu peux très bien aller de Montréal à Québec avec un char rouillé. Mm-hmm. C'est juste que c'est moins agréable. C'est peut-être plus risqué qu'on ne comprenne pas le sens de ta phrase quand tu fais une faute d'orthographe. Le mot, des fois, en changeant une lettre, ça change le sens du mot et de la phrase. Mais ça ne t'empêche pas de partir de Montréal, aller à Québec avec un vieux char rouillé qui est plein de fautes d'orthographe. Le message passe pareil. Il va se rendre, exactement. Il va se rendre pareil. Ben oui. Richard, tu as écrit aussi une pièce de théâtre qui aurait fait bien fureur à l'époque. On parle de milliers de personnes qui auraient été voir ça. C'était quoi cette sorte de pièce-là? Est-ce que c'était dans le sens ésotérique? Oui, vraiment. Hein, c'était l'ermite de la montagne. OK. C'était joué avec des acteurs sur une scène au cégep de Maisonneuve à Montréal avec un écran transparent. OK. L'étrange, là, c'est que d'un côté, on voit derrière ce rideau-là, on voit la salle et la salle nous voit quand on est éclairé puis que la salle est à l'obscurité. Mais quand on projette un film ou une image, ben ça devient sur l'écran très clair et on obscurcit ce qu'il y a derrière l'écran et là, on voit plus ce qui se passe sur la scène. Ça nous permettait de faire des changements de décor.
pendant qu'on voyait des prises de vue du Mont Saint-Hilaire, parce que, écoute, tout le monde doit comprendre que quand on dit l'ermite de la montagne, de quelle montagne on parle avec Richard Glenn? C'est sûrement pas... Non. La montagne en arrière, de la petite butte en arrière, on parle ici du Mont Saint-Hilaire, bien entendu. Ben voilà, ben oui. Et c'est là que ton chum Alain il est venu nous montrer, grâce à son drone qu'il pilote très très bien, le paysage, le décor au-dessus de l'endroit où on a fait tout le temps nos rencontres jardin aux côtés de la maison chez moi à Saint-Hilaire. Et la première remarque qu'on entendait des gens, c'est « Hey, il y a bien des arbres ». Tu te souviens, quand on monte dans les airs, on voit presque pas de toit de maison. Non, ça a l'air d'une campagne dans le fin fond d'un bois. Même, tu vois, ça a l'air de ça quand tu le vois d'en haut. Parce que les arbres cachent les maisons. Fait que c'est assez impressionnant de voir une ville de haut comme ça. Tu t'attendais pas à ce qu'il y ait autant de verdure. C'est ça. C'est ce qu'on appelle une ville à la campagne. C'est quand même assez gros, là, pourtant. Mais tu dirais pas que c'est gros comme ça. Quand tu regardes Saint-Hilaire vu d'en haut, là, c'est surprenant. On a le train de banlieue qui nous permet de partir d'ici, à l'extrémité du train de banlieue de la Rive-Sud, pour se rendre directement au centre-ville en quelques minutes. Alors, c'est comme si on avait un métro de surface qui nous relie directement au centre-ville de Montréal. C'est un endroit merveilleux. J'y vis depuis 1980. OK. Alors, on se rend compte, ça fait 40 ans à peu près, là, on n'est pas loin. Mais t'es pas né là, toi, là? Non, moi, je suis né à Montréal, là, en plein dans la ville de Montréal. Mon garçon, mon plus jeune, il est né, lui, dans la maison à Saint-Hilaire. Dans la maison où tu es venu, là, c'est ici qu'il est né. Il n'est pas né à un hôpital. OK. Ah oui. Il est né à la maison. Oui, à la maison. Ça, c'est spécial, ça. Oui. Nicole, qui est sa mère, que tout le monde a connue à une époque, quand on était sur les câbles. Nicole, je suis toujours en bon terme avec elle. Elle vient faire son tour, je te dirais, régulièrement. Si je veux passer à un autre truc que tu as fait aussi qui m'intéresse en savoir un peu plus là-dessus, c'est que tu as fait un film, tu as écrit un film de fiction qui s'appelle Le Grand Départ en 1980. Ça parle de quoi, ça? C'est-tu le grand départ dans le sens de quelqu'un... c'est-tu une histoire de fiction de quelqu'un qui décède et ça se déroule suite à ça? Ou... Bon, ça, c'est parmi mes films initiatiques. Je les appelle des vidéofilms. C'est parce que ça a été fait avec des caméras vidéo. Et j'en ai quelques-uns. Bon, j'ai celui qu'on appelle Le Grand Départ, qui correspond à l'histoire du départ d'un groupe d'êtres humains qui auront été avertis en songe, des rêves récurrents qui reviennent, puis à un moment donné, ils ont quelque chose qui les réveille la nuit et qui les force à se dire, écoute, là, j'ai comme eu l'impression que c'était vrai, là, c'était réel. Mais comme ils auront été avertis plusieurs fois à l'avance que le jour où ça sera le jour J, vous prenez vos clics, vos claques, puis vous partez de là, puis vous en allez à un endroit qu'ils vont savoir, qui vont être indiqués de se rendre. Parce qu'il va y avoir une catastrophe planétaire terrestre et qu'il y aura un endroit de rendez-vous pour que des gens puissent embarquer dans des ovnis et éviter la catastrophe. Ils ont été choisis, mais sans jamais être forcés. C'est des adultes qui auront librement consenti. OK. Et qui ont été préparés. Alors, mes émissions ont beaucoup servi à ça. J'ai jamais fait de secte de mouvement. J'ai toujours dit, même pour diminuer les frais comme là, au moment où on diffuse l'émission pour la première fois, toi et moi, sur mon site, on est en congrès actuellement à Montréal, à l'hôtel Sandman, juste à côté de la station de métro de Longueuil, sur le congrès UFO 801. C'est le 5e congrès que j'organise dans le domaine ufologique. J'en organise 2 par année. Un l'automne, c'est sur l'ufologie, puis un au printemps, qui est le samedi de la fin de semaine de Pâques, donc le samedi 5. Là, on est le samedi de l'Action de grâce, le 6 octobre. Et ça s'appelle Ufologie à la limite de sa conscience. Et j'ai utilisé comme
mascotte, cette fois-ci, le drone de ton chum. Parce que la conscience, c'est comme un drone. On en reparlera un peu plus tard. Bien, justement, je vais avoir des questions. J'avais un petit commentaire à dire là-dessus, puis on va revenir justement après. Oui, c'est ça. Alors, pour le moment, l'important, c'est... tu me demandais... On était sur quel... Pour le film Le Grand Départ. Oui, Le Grand Départ. Ça dure 1h30. La musique est hallucinante et fascinante dans ce document-là. Il y a même un certain M. Martin, qui était un réalisateur de TVA très, très connu, qui a vu ça dans son salon chez lui à Brossard. C'est la télévision communautaire que c'est ça. Parce qu'écoute, c'est un film monté avec des acteurs. Ça a passé à télé communautaire, ton film? Bon, oui, je l'ai mis, moi, sur dans le temps, quand j'étais sur tous les câbles au Québec, ou presque, là. Mm-hmm. Là, M. Martin a tout fait pour me rejoindre. On s'est reparlé. Mais c'est incroyable. Vous avez réussi. Vous m'avez touché. Ça m'a même, je dirais, ébranlé le contenu, la façon dont le film est monté. J'expliquais que le pont Hippolyte-Lafontaine, les deux voies, actuellement, il y a un tunnel pour aller vers la ville, puis un autre côté pour sortir de la ville. Alors, au moment où les événements arriveront, les deux côtés vont être ouverts pour sortir de la ville. Oh! Un des exemples que je te donne. Là. Ça, c'est un peu le vision, des visions de ce qui s'en vient en fait catastrophe. D'une façon, oui. Et on a eu le privilège d'être en avion au-dessus de Montréal, au-dessus du centre-ville pour filmer, tu sais, les embouteillages. Vous avez ça aussi à Québec, hein, des embouteillages des ponts. Oui. Mais nous autres, c'est pas mal moins pire que vous autres, par exemple. Au lieu de prendre 4 heures, ça va nous prendre 2 heures. Oui, nous autres, à peu près sur 10-15 kilomètres, là, c'est à queue-leu-leu, soit l'autoroute des Laurentides, soit pour aller prendre l'ex-pont Champlain qui est défuntisé, là. Mais on filmait les chaînes d'automobiles, ça finit plus à perte de vue. Et on mettait ça dans le film en disant les gens veulent quitter les grandes villes, mais c'est un peu trop à la dernière minute. Les autres qui ont été avertis la nuit d'avance, ben ils sont partis tout de suite dans la nuit et se sont retrouvés à un endroit et arrivera ce qui doit arriver. Et ces gens-là, je les ai amenés dans un endroit qui est particulier. On voit très bien Montréal de très, très, très loin en haut d'une montagne. Mais c'est pas le Mont-Saint-Hilaire, c'est beaucoup plus loin parce que les effets d'une bombe atomique sur Montréal détruiraient jusqu'à Mont-Saint-Hilaire facilement. Alors, on se retrouve dans un autre contexte alarmiste et on a trouvé qu'il ne faut pas trop exagérer sur ce sujet-là, d'autant plus que, et j'insiste, il y a de grandes chances que l'être humain ait changé son destin. Là, j'ai un invité qui s'appelle Philippe Guillemant, qui est un physicien, qui fait le pont entre l'ésotérisme, la tradition et la science de pointe, en physique quantique, entre autres, et tout. Okay. Et il nous explique qu'il y a 2 causalités à notre réalité matérielle. Une causalité qui viendrait du passé, et c'est à cause de ça qu'on fait ça, parce qu'on a eu ça, puis il nous est arrivé ça. C'est la causalité. Et l'autre causalité viendrait du futur. Et le futur est toujours en construction. C'est comme voir une route qui nous amène de Montréal à Québec. On peut décider de prendre l'autoroute, mais on peut très bien sortir à Drummondville puis prendre un autre chemin. Donc, dans le futur, il y a quelque chose qui est déjà aligné, mais on n'est pas obligé, comme prisonnier de notre futur. On peut le modifier. C'est ce qu'on pourrait appeler aussi changer son plan de vie. Alors, il y a le karma et il y a le dharma. Le karma, c'est le passé, c'est ta valise. Quand tu viens sur Terre, tu arrives avec ta valise, tes capacités, tes qualités, tes défauts. Un plan de vie, c'est dans ton karma. Ça, tu sais, on dit ça t'est arrivé, ça doit être dans ton karma. Ça veut dire dans ta valise que tu as apporté avec toi pour évoluer dans quelque chose. Et le dharma, c'est ce que tu mets dans ta valise au cours de ta vie. Qu'est-ce que tu vis maintenant? Ben, tu peux rajouter des éléments à travers les événements que tu vis. Tu peux avoir des drames dans ta vie, mais ça peut être après coup, considéré comme très positif. Alors, c'est pas toujours négatif. Même un accident d'automobile peut t'avoir ouvert les yeux sur l'amour que ta femme te portait ou que ton mari te portait parce qu'elle va te visiter à l'hôpital, etc. Tu sais, tu te rends compte, là, des fois qu'il y a des choses qui semblent être négatives,
peuvent revirer en positif. Mais ce film-là que tu as fait, justement, est-ce qu'il est disponible à quelque part? On peut-tu le revoir? On peut-tu voir ça quelque part? Ta demande, chère Carole, à un bon moment donné, à l'époque de Noël, non, plutôt dans les semaines qui viennent, parce que l'événement se passait à l'automne. OK. Et on entre dans l'automne. C'est pas cette année qu'il va arriver quelque chose, inquiétez-vous pas. On voit tout ce qui se brasse actuellement, puis les élections de mi-mandat aux États-Unis, parce qu'évidemment, on comprend que l'événement est une tension internationale. C'est pas quelque chose de terroriste local, là. C'est beaucoup plus d'une portée internationale, comme les États-Unis, la Russie, la Chine, etc. À l'époque du film, c'était Pierre Elliott Trudeau, premier ministre du Canada. Et maintenant, c'est le fils Trudeau. Mm-hmm. D'un Trudeau à l'autre. C'est pas la devise du Canada, ça? Non, c'est d'un océan à l'autre. Oui, c'est ça. OK. Mais il y a eu une époque à la Deuxième Guerre mondiale où tu avais, je sais pas si tu as déjà connu, Mussolini. Oui. Tu as vu la gueule de Mussolini? Mm-hmm. Lui, là, c'était le petit chien de poche de Adolf Hitler pour l'Italie. Mussolini, là, c'était le gars qui se prenait pour un autre, puis qui se prenait pour un César, puis mais il y avait la même moue, tu sais, la bouche, là, par en bas, en accent circonflexe, comme on pourrait dire, là, tu sais, puis la gueule, là, tu sais, là, toujours, puis très plein de lui-même, puis tout ça. Ça, c'est du Trump aujourd'hui. Ah, OK. Sauf là, que lui, c'est pas la gueule, c'est le toupette de l'autre qui fait fureur. Ben oui, c'est vrai. Lui, il a mis le toupette. Mais ils ont tous les deux la même gueule. Mais là, si on jouait à ce jeu-là, parce que là, je veux parler des cycles en ésotérisme. Mm-hmm. Tout est cyclique. Là, tu as un Mussolini qui est aujourd'hui Trump, puis ils se ressemblent physiquement, ils sont grands, ils sont bâtis, solides. Maintenant, Hitler était un petit maigre. Ben, petit, pas si petit que ça, là, mais qui s'occupait beaucoup de sa santé. Hein. Il était végétarien, il faisait de la marche, il faisait beaucoup d'exercices pour se garder en forme. Aujourd'hui, c'est qui? À la même époque qu'Hitler, il y avait Mussolini, mais aujourd'hui, c'est qui ressemblerait, qui s'occupe de sa santé, qui fait beaucoup d'exercices, puis qui est pas gros, puis... Richard Glenn? Non, en politique. Ah non, c'est parce que je te taquine, c'est parce que tu étais à l'éducation physique, mais non, je te taquine. Je sais que tu es toujours en forme aujourd'hui. Mais qui peut faire ça, à part ça? En politique internationale. En France? Non. Regarde à côté. La Russie? Ben, qui? Comment il s'appelle? Vladimir Poutine. Ben voilà, bien sûr. Alors, tu as aujourd'hui deux personnages qui ressemblent aux deux, pas principaux, là, parce que quand on parle de Mussolini, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est qui ça. Ben, c'était très proche de... En tout cas, il a joué son rôle en Italie, puis il était le grand ami, le grand chum de Hitler. Mm-hmm. On a eu l'impression que Trump admirait, d'une certaine façon, Poutine. Et Poutine, d'une certaine façon, trouvait intéressant d'avoir un Trump aux États-Unis. En tout cas, il y a des choses en coulisses que tout le monde sait. Mais c'est deux pareils qui cachent tellement de choses aussi, parce que dans les deux cas, là, il n'y a personne qui ose parler de ça, les phénomènes ovnis ou le phénomène, tout ce qui est inexpliqué pour eux, c'est tellement pas... Je comprends pas ça. Ben moi, je vais te dire, Carole, tu es dans une station de radio qui a accepté que tu reçoives Richard Glenn, pas censuré. J'ai été invité à quelques stations de radio depuis que j'ai quitté le câble, disons cela comme ça. Et il y a eu des fois où la station a mis de la musique en ondes pour me retirer doucement. Et après, revenir en ondes en disant notre invité a dû nous quitter subrepticement, etc., etc. Parce que on dit des choses ici, puis je sais, avec Jean Cazot, à l'époque, c'est lui qui dirigeait la même émission que tu as présentement le samedi matin. Oui, les faits maudits. Ben oui, mais la cote d'écoute était formidable. Elle est encore formidable avec ton retour. Moi, je suis content que ce soit une femme, là. Il n'y en a pas beaucoup au Québec des femmes qui prennent les guides de la démarche qu'on pourrait appeler de conscientisation du paranormal, parce que tu touches à tout et tu as une grande intégrité. Ça, c'est important. Tu cherches pas à amener les gens dans une secte puis dans une croyance. Eh, mon Dieu, non. Je pense que Cazot t'aurais pas choisi si t'avais été non, c'est ça. On est pas mal semblable côté caractère un peu. J'essaie de
d'adoucir ces traits-là, justement, parce que des fois, je peux être bien bête. Je suis directe. Quand j'ai quelque chose à dire, je passe pas par quatre chemins, mais je suis franche. Ça, là-dessus, les gens peuvent pas me dire que je vais lui mentir en pleine face. Là. C'est comme ça. Geneviève me fait remarquer que vous êtes tous les deux du signe du poisson. Oui, en fait. Alors, c'est ça. En passant les élections du Québec, là, savais-tu que les trois chefs de partis politiques mâles, parce qu'il y a une femme, mais les trois chefs politiques mâles sont tous les trois du même signe horoscopique chinois, du même élément en plus. Non, je savais pas ça. Son coq de feu. On a 3 coqs qui se présentent aux élections. 3 coqs. 3 coqs puis une poule. Wow! Je m'amuse en disant, s'il fallait que la CAQ rentre, c'est le coq qui devient le coq de la CAQ. La CAQ, le coq. Il n'y a rien qu'une lettre qui change. Mon Dieu. Hey, on va devoir aller... un peu avec tout ça, hein, quand même. Oui, on va devoir aller à la pause quelques minutes. On vous revient tout de suite après, parce que là, j'ai plein de trucs et plein de questions d'ordre ufologique et tout le reste ésotérique aussi à te poser là-dessus. Fait que, bougez pas, raccroche surtout pas. On revient tout de suite après la pause. On est de retour en ondes. Voici, Richard, j'avais des choses aussi à te demander concernant ton émission que tu as faite sur le câble de 76 à 97. Puis elle continue encore aujourd'hui depuis sur le net, sur Internet, qui porte toujours le même nom. Exactement. Ésotérisme expérimental avec Richard Glenn. Je l'imite-tu bien? Oui, tu l'imites très bien. Vraiment, il y en a plusieurs comme ça aussi qui font ça. Oui. C'est un petit peu... Ça faisait partie d'une de mes questions, justement. Mais on était sur les BBS avant que l'Internet existe. On appelait ça les Bulletin Board System sur ARPANET et tout ça. Et j'avais un étudiant ici, Éric Giroux, qui s'occupait de nous mettre en ondes puis de nous faire des images. Mais c'était pénible. Te souviens-tu, dans le temps, au début, le téléphone qu'on branchait sur le... On mettait notre appareil de téléphone pour attraper des... Mais là, aujourd'hui, c'est merveilleux. On fait de la haute définition maintenant. Ça donne une qualité formidable. On est mondial. Ben oui, c'est ça, c'est international, le net, hein? Fait que t'es vu à partir de... Je suis sûre que les Français te suivent, justement, parce que moi, dans mon cas, c'est comme ça, j'ai beaucoup d'Européens qui écoutent mon émission en direct ou même en podcast. Il y en a même de l'Afrique, il y en a de partout. Partout ce que ça parle français ou ce qu'on est capable de comprendre. Je suis sûre que c'est pareil pour toi. Mm-hmm. J'aimerais ça maintenant, Richard, que tu me parles, que tu me dises, tes expériences étranges ont commencé à l'âge de 5 ans. Qu'est-ce qui t'est arrivé, bon Yann, à 5 ans pour que tu sois rendu dans ce domaine-là? Bon. Sur le plan technique, Carole, je vais te dire juste une petite chose. C'est que Geneviève, elle s'arrache les cheveux parce que quand tu parles, ton son est vraiment pas aussi fort que ma voix au téléphone. Parce que tu parles pas dans le téléphone, hein. Je sais pas où tu parles. Là. Non, mais je parle dans le micro. Oui, c'est ça, mais c'est pas dans le téléphone comme moi. Là. Je l'ai à la bouche, donc c'est très clair, ma voix est très forte. Alors, je vais faire toujours une petite pause entre ce que tu dis et ce que moi je vais intervenir pour qu'elle donne le temps de baisser ta voix. Okay. Elle monte le volume quand tu parles, elle baisse quand moi je parle. OK, on se comprend, c'est pas parce que tu n'entendrais pas, là, c'est juste pour lui donner le temps d'ajuster les deux. Alors, présentement, donc, on revient avec le sujet qui va intéresser, bien sûr, beaucoup de monde, mais ils doivent déjà le savoir. Richard Glenn est passé à l'émission Caméra 87, autrefois qui s'appelait Télévision 4 saisons. Maintenant, ça s'appelle Canal V. Et c'était une émission qui présentait des dossiers sur différents sujets. Et des fois, il en mettait 2 sujets dans la même heure ou dans la même demi-heure. Moi, ça a été complètement consacré à Richard Glenn. Et là, on est retourné sur les lieux où j'ai vécu des expériences avec le phénomène OVNI. Et on a expliqué que à 5 ans et demi, alors que j'étais dans la région de Joliette, précisément Saint-Calixte, le chalet était assez loin du village, qu'on était presque isolé. Il y avait à peu près
pas personne aux alentours de là. Et c'est arrivé sur la fin de l'été, au mois d'août. L'OVNI est arrivé. Moi, je n'avais pas rien remarqué de spécial. Je jouais avec mes petits camions dans le terrain, sur le flanc de la montagne, mais un peu éloigné du chalet. Et parce qu'il y avait de la belle glaise. Fait que faire de la glaise là, pour des petits camions, ça fait comme de l'asphalte. Là. C'est super le fun. Et tout d'un coup, les camions se sont mis à bouger tout seuls. J'arrête, je me lève la tête, puis j'aperçois un personnage qui avait une grosse tête. Il était un peu plus grand que moi. Quand j'avais 5 ans et demi, lui, il était juste un peu plus grand que moi. Donc 3 pieds vraiment... à peu près. Oui, c'est ça. Il n'était pas vraiment grand, 3 pieds et quelques. Alors, là, il y avait de l'air gentil. Et j'avais un feeling intérieur que oui, il n'y avait pas de problème. Alors, il m'envoie dans la tête de continuer à jouer. Ben, je continue à jouer avec mon petit camion. Je me souviens que c'était un petit Jeep en tôle rouge, un genre Tonka, avec une étoile jaune sur le capot. Et je l'avance. Tout d'un coup, les autres camions se placent en ligne sur la même petite route que j'avais faite en glaise. Et ils bougeaient tout seuls. Je le regarde. Je lui demande, dans ma tête, est-ce que c'est toi qui bouges ça? Il me répond oui. Bon. Ben, je dis, je sais pas comment tu fais. Ben, il me répond, tu peux faire la même chose. Concentre-toi. C'est des langages qui sont plus adaptés à un enfant. Alors, je le dis, il y a des adultes présentement, mais c'était pour faire comprendre qu'il y a eu une sympathie, on appelle ça la sympathie magique, entre ce qui se passe. Quand la magie, pour qu'il y ait de la magie, il faut que l'âme agit dans la magie. Et à ce moment-là, ça se faisait. Ils sont revenus à plusieurs reprises me voir. Moi, j'étais gardé par ma tante pour finir l'été, mois de septembre. J'allais pas vraiment à l'école. J'avais 5 ans et demi. On commençait l'école à 6 ans à cette époque-là. Mais ils ont fait un passe-droit. Rendu à la fin septembre, ils m'ont fait rentrer à l'école. Première année à 5 ans et 3 quarts, puisque ma fête est au mois de février. Parce que je savais déjà tout mon alphabet, je savais un peu lire, je savais compter, addition, soustraction, on n'était pas dans les multiplications, mais quand même, pour une première année, il disait, écoute, il va pas arrêter pendant encore 12 mois avant qu'il y ait 6 ans pour rentrer au mois de septembre de l'année prochaine. Ils m'ont fait rentrer assez jeune à l'école, mais ce contact que j'ai eu à plusieurs reprises, c'est là quand tu disais au début, j'étais tombé dans la potion magique, à peu près comme Obélix, là. Pour moi, là, ça n'a jamais été une question de croyance, le phénomène extraterrestre. Et c'est ça qui fait que j'ai jamais appelé mes émissions ufologie expérimentale. Des ufologues, c'est des gens qui cherchent les preuves, les autres témoignages, puis ils espéreraient peut-être avoir un contact. Un coup que tu as le contact comme un numéro de téléphone dans ta tête qui permet d'être en contact. Okay. Ça se fait pas tous les jours puis à toutes les minutes, mais encore il y a quelques semaines, j'ai amené quelqu'un faire un contact visuel. Puis c'est pas les CS5 là, comme les CS5 là avec Stephen Greer là où les gens font avec des rayons laser et toutes sortes de trucs pour attirer l'attention des ovnis. Ça fonctionne, ça peut fonctionner même, mais c'est une autre nature. Ben en fait, si je me fie à la description que tu en fais, en fait, ce serait comme un genre de petit gris. En effet, ça ressemble à des petits gris. En effet. Et t'habitais dans quelle région à ce temps-là? Ben, comme je te disais, dans la région de Joliette. Pour les gens de Québec, là, je ne sais pas si ça vous dit grand-chose, Joliette. Oui. C'est un peu comme... c'est un peu plus loin que Lac-Beauport par rapport à la ville de Québec, Joliette par rapport à Montréal. C'est en allant par la 40. Oui, c'est sur la Rive-Nord. C'est ça, c'est sur la Rive-Nord, là. C'est ça. Dans l'Anaudière, précisément, là. OK. Oui. Mais c'est quand même à 5 ans. Et tu l'as revu combien de fois après? Est-ce que ça a été régulier, récurrent, ce genre de contact? C'est arrivé très souvent. C'est arrivé à la fin de cet été-là. C'est arrivé plusieurs fois. Tu sais, là, c'est plus délicat parce que la seule chose que je peux dire, c'est qu'au congrès que je présente samedi le 6 octobre à l'université, à l'hôtel Sandman de Longueuil, on montre un reportage qu'on n'a jamais montré nulle part, où on est allé sur les lieux
même Caméra 87 qui était venu, n'a jamais pensé interviewer les gens et les vieux de l'époque de cette région-là. Et le grand étonnement, l'équipe technique, le réalisateur qui était avec nous, il était renversé, des témoignages fusent. Il y a eu des apparitions de la Sainte Vierge. Ils ont fait un centre religieux spécial en disant il y a eu des lumières qui sont passées ici. Il y a des gens qui disent qu'ils ont vu de la Sainte Vierge. Ça, c'est juste le terrain qui est à côté du terrain où moi j'ai eu mes expériences en bas âge. Et ça a marqué tout le coin de cette région-là. Parce qu'il y a eu très souvent, il venait souvent. Tu sais, si je dis une trentaine de fois, les gens vont dire, écoute, ça se peut pas, là, tu sais, je veux dire, t'exagères. Mais si je vis dans ce domaine-là depuis 40 et quelques années, j'ai commencé précisément à l'âge de 30 ans et j'en ai 73. Donc, ça fait 43 ans. Il faut le faire. C'est quand même possible. Là, si tu regardes ça une trentaine de fois dans toutes ces années-là, ça fait à peu près une fois et quart par année. C'est pas si pire. Tu sais, il faut pas... c'est bon. Merci beaucoup. C'est ça. Mais là, dans le fond, c'est ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas qu'eux autres. Parce qu'un peu plus tard, quand j'ai atteint l'âge de 13-14 ans, c'est là que s'est passé une autre forme de rencontre avec des êtres différents, évanescents, lumineux, qui ont passé à travers le mur dans ma chambre. Ils sont venus, puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me promener en drone. Ah, OK. Dans le sens que... Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment avec en astral. Tu as fait une rencontre spectrale, comme Jean Cazot appelle. J'aime bien son thème, qui devrait effectivement être ajouté aux termes comme des RR2, RR4, des ARS. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, en effet. Je dis souvent aux gens qu'est-ce que je pense de Jean Cazot. Je ne sais pas si tu vas me le demander, mais Carole Lauzé, elle pourrait l'oser, poser cette question-là. J'ai l'osé. Oui, alors allons-y, mais j'admire Jean. Je l'ai très, très bien connu. On s'est très bien connus. On avait même, je dirais, une espèce de sympathie entre nous deux, parce qu'on était dans un domaine périlleux. Lui était à la radio dans la région de Québec, après ça dans la région d'Ottawa, justement, où j'ai été journaliste pendant des années. Et il faut dire que Jean Cazot a écrit beaucoup de livres, d'abord en ufologie, que je considère comme des livres incontournables pour les gens qui s'intéressent à l'ufologie. C'est très bien écrit et les cas relevés sont étayés. Il n'a pas mis des fantaisies puis des affaires farfelues. Il n'a pas mis de l'histoire de Richard Glenn parce que c'est pas ufologiquement patent comme preuve. T'as beau avoir des preuves circonstancielles, mais c'est pas suffisant. Puis je lui donne raison là-dessus. Sauf que Jean Cazot a continué à écrire des romans, des choses qui sont beaucoup plus, maintenant, ésotériques. Son tout dernier, là, qui est « Et Dieu est bien content que, tu sais, la religion, là... La religion, c'est assez. Et Dieu est d'accord. Il est parfaitement d'accord. C'est ça. C'est qu'il est très beau dans son titre parce que ça montre bien qu'il évacue pas Dieu. Il évacue pas une croyance en Dieu. On parle pas de Jésus-Christ, on parle de Dieu. Et derrière tout ça, donc, on comprend que le monsieur est devenu, moi j'appelle ça ésotérique. C'est-à-dire qu'il est allé dans d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on s'en va. Connais-toi toi-même et ensuite tu connaîtras l'univers et les dieux. Il y en a qui ont toujours, la plupart, commencé par essayer de connaître l'univers et les dieux. Alors, l'univers avec la physique, la chimie, etc. Et les dieux, des extraterrestres et tout ça. Avant d'apprendre à se connaître soi-même. Maintenant, on réalise, là, il y a Harari. Noah Harari, là. Yuval Noah Harari, l'Israélite, là, qui a écrit... tu connais la trilogie de Noah Harari. Ça a commencé par... comment est-ce que c'était? Sapiens. De l'origine, alors qu'il y avait des Néandertals, des Cro-Magnons, des Australopithèques, puis tout ça. Pourquoi Sapiens a gagné toutes les guerres, il a fait disparaître les autres? Bon, c'est de l'histoire ancienne jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, sauter sur le futur avec Homo Deus, l'homme-dieu, qui
deviendra Dieu. Mais un Dieu prothétique, un Dieu avec des prothèses. Non seulement des lunettes puis des appareils pour mieux entendre, mais il va avoir un cœur artificiel, il va avoir des poumons, il va peut-être avoir des connexions dans son cerveau. Et là, on entre dans l'intelligence artificielle. Des robots, mais des androïdes qui vont être à la fois biologiques et robotiques. Puis là, il vient de publier il y a quelques jours le 3e, qui s'intitule « 21 leçons pour le 21e siècle ». Et ça vient de commencer à arriver dans quelques librairies de pointe. Okay. Et il explique de 21 manières qu'est-ce qu'on doit prendre comme considération et réflexion. Actuellement, le monde, non seulement il a changé, mais il est changé. C'est pas rien qu'en voie de changement. Il est changé. Je fais le parallèle avec Cazot, qui, lui, est parti de les extraterrestres. Il faisait attention de ne pas trop s'avancer quand il était dans certains médias publics, comme à Québec ou à Ottawa. Il était ouvert. À l'occasion, il recevait des gens pour en parler. Puis, les bons cas, mais il fallait pas trop déranger l'establishment s'il voulait pas perdre sa job à la radio. Il se serait fait dire, écoute, monsieur, je m'excuse, mais Raël, il n'y a pas sa place ici, puis même si vous parlez pas. Moi, je suis resté en marge des médias conventionnels, sauf quand j'avais un contrat avec eux autres, un peu Christian Robert Page. Tu connais Christian Page? Ben oui, qui le connaît pas? Ben alors, quand tu as un contrat avec des stations officielles d'État ou privées, ben tu t'engages sur cette piste-là, c'est ça qu'ils veulent. On leur en donne. Mais est arrivée une époque où on était plus ouvert dans les années 80 que maintenant. Ouais. Oui. Et là, le travail que Jean Cazot fait présentement, c'est vraiment périlleux et dangereux. De s'attaquer à l'Église catholique romaine, parce qu'on ne peut pas dire le contraire. Il s'attaque au fondement même de la structure de religion. Mais il ne détruit pas la spiritualité. Non. Et ça, là, c'est important qu'on comprenne que ce gars-là a l'expérience de la communication, autant par l'écrit que par le verbe, la parole, à la radio, à la télévision. Il était avec Denis Lévesque hier soir. Justement. Je les enregistre toutes quand ils passent, pas compliqué. Ben oui, c'est ça. On voit qu'il est un peu showman. Parce que c'est pas une émission comme Second Regard où il serait interviewé par Radio-Canada pour expliquer son livre qui devrait être... je dirais, incontournable pour les gens qui sont religieux, d'aller voir pourquoi il dit ça, comment est-ce qu'il dit ça. C'est ça, et ça, il est religieux ou tout accro à une secte quelconque? Parce qu'en fait, les gourous n'ont soif que de ça, ces affaires-là, en fait, hein? Bon, alors je reviens à Yuval Noah Harari. Et tiens-toi bien, il dit dans son dernier livre, 21 leçons pour le 21e siècle, que c'est pas l'époque de Trump où on entend parler des fake news. Il dit, ça fait 3500 ans que les fake news existent et c'est même à la base de toutes les religions. Ouais, ça, j'ai vu ça quelque part. C'est raide. Oui, c'est raide. Donc, Jean n'est pas en marge. Il est vraiment dans le mouvement actuel de la prise de conscience sociale publique. Les religions, Moïse, on n'a pas de preuve qu'il a existé. Abraham, on n'a pas de preuve qu'il a existé. Jésus, on n'a pas de preuve qu'il a existé. Je le dis, à la suite de Jean Cazot et des autres, là, de Harari, c'est choquant pour des gens qui ne peuvent pas croire ça, là. Oui, ben, il y avait un spécialiste de la propagande chez Hitler qui s'appelait Goebbels et qui disait toujours un petit mensonge, les gens avec le temps vont découvrir la vérité, ça ne tiendra pas la route bien longtemps. Tout finit par se savoir. Mais un gros mensonge qu'on n'est pas capable de mesurer, qu'on n'est pas capable de vérifier. Il est tellement gros. Tu as rencontré des extraterrestres. Ben, dis-leur de venir, on va les attendre puis on va les interviewer. Ils viendront pas. Alors là, tu te dis, il n'y a rien d'autre qu'il faut y croire ou pas y croire. Quand tu as des religions où tu dis que quelqu'un a fait des miracles, il est mort puis il est ressuscité des morts.
Y en a-tu d'autres? C'est drôle, hein? Il disait toujours des choses aux humains. Ça, c'est la doctrine qui est arrivée. On ne dit pas qu'il n'y a pas eu un sage ou des sages, puis on sent un peu comme Fred Pellerin. Tu sais, Fred Pellerin, là, Oui. Il raconte de très belles histoires. Est-ce qu'elles sont vraies? On ne sait pas. Pourtant, le village dont il parle, il existe réellement. Saint-Élie de Caxton, ça existe. Ben oui, ça existe. Est-ce que les faits, est-ce que ce sont des histoires réelles ou c'est seulement que des rumeurs ou c'est seulement des... Comment est-ce qu'ils appellent ça, donc? Ce genre de... le terme exact, quand on dit qu'on raconte une histoire de quelque chose qui... C'est une légende? Une légende, c'est ça. Est-ce que c'est fictif ou vrai ou c'est une légende? Jusqu'à où c'est une légende? Alors si tu prends... c'est ça... Ces histoires autour de Saint-Élie de Caxton, c'est vrai que le train passe pas là, mais il passe pas loin dans le village d'à côté. Il s'est servi de ça pour raconter toute une histoire qu'il a inventée. Mais il met des vrais personnages qui ont vraiment existé, là. Monsieur le maire, puis le curé du village qui s'appelait un tel, il a vraiment existé. Alors, à un moment donné, tu confonds la réalité avec la fiction, mais laisse passer 50 ans, laisse passer 75 ans. Si, au lieu d'être juste dans de la fantaisie comme il fait, il présenterait un personnage autour duquel il mettrait plein de pouvoirs, plein de capacités, puis d'ajuster tout ça à une notion qui serait en rapport avec une croyance ou des croyances avec des valeurs morales. Le monde, dans 100 ans, 200 ans et 2000 ans, serait complètement perdu. Il ne pourrait pas faire la distinction entre ce qui est vrai de ce qui est une fable. Mais on ne peut pas rejeter le fait que grâce à l'Église, on a construit des cathédrales magnifiques. Il y a des gens qui ont eu un très haut niveau de morale grâce à l'enseignement de l'Église. Et ça, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mm-hmm. Ça, c'est comme, tantôt on parlait de Fred Pellerin, comme Raymond Choquette, qu'on reçoit, autant toi, tu l'as reçu à quelques reprises, c'est pareil pour moi aussi. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit, mon petit Fred Pellerin de l'ufologie? Je laisse les gens croire ce qu'ils veulent bien croire, la façon dont ils voient s'exprimer. Je salue Raymond présentement, d'ailleurs, parce que je suis certaine qu'il m'écoute, parce que il vient de m'envoyer un texto pour me dire Fred Pellerin égale Raymond Choquette. Ouais, je l'ai surnommé comme ça. Je trouvais ça un petit terme affectueux, mais façon de parler, parce qu'il y a une très belle façon de s'expliquer et de dire les choses. Mais il y a Jean-François aussi qui me texte, parce que Jean-François m'a comme un peu... il m'a un peu aidé à monter l'émission, d'ailleurs, parce qu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Jean-François, il est en montage de tous les trucs qu'il a pu filmer ces dernières semaines. Il y a de l'ouvrage par-dessus sa tête, puis de descendre de Montréal à Lévis, c'est peut-être pas toujours évident non plus. Mais Jean-François, il me dit, plus le mensonge est gros et plus il y aura des gens pour le croire. Et meilleure façon de cacher un mensonge, c'est de l'établir sur la place publique. Et c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a que plus les gens vont embarquer dans quelque chose qui peut être autant abracadabrant, comme si tu regardes les fakes, les vidéos fakes qu'on voit circuler un peu partout. C'est épouvantable, là, puis les gens vont croire ça. Moi, oh my God, quand je vois ça, mais il y a tellement de monde pour débunker ce genre-là, et heureusement, parce que je trouve que ça nuit à la vérité. Ces gens-là font en sorte que ça aide pas du tout, là, mais vraiment pas du tout, à essayer, pour nous, à essayer de faire comprendre les vraies choses en réalité, parce qu'ils font les choses tellement énormes. Là, il y a autre chose aussi. Ma question que je vais te poser, c'est tes émissions là sur le câble, ésotérisme expérimental, ça t'est venu comment l'idée de partir ce genre d'émission-là? Et comment le public québécois a-t-il réagi à tes propos et à tes affirmations? Carole, on est tous les deux des habitués des communications, de la radio, de la télévision. Mm-hmm. Ça fait 1 heure qu'on parle ensemble. J'ai l'impression que tu vas avoir à faire une pause pour l'heure du midi. Oui. Dans pas très longtemps, d'ailleurs. Ben oui. Alors, on pourrait garder tout cet aspect-là
au retour de la pause, après la pause de midi. OK, parfait. On peut faire ça. Ben oui, ça me convient. Ben justement, on peut y aller justement directement là. Je t'aurais laissé quelques minutes d'en parler, mais ça risque d'être plus long que 2 minutes. Ben voilà, c'est ça. Et pour mon public qui nous suit sur Internet, le Vidéorandia numéro 40 vient de se terminer ensemble. On le termine maintenant. Et au retour de la pause, ce sera pour les abonnés au Club Créé en privé, mais vous pouvez tout entendre en allant écouter le podcast de l'émission de Carole Lauzé. Tu le donnes des fois, le numéro, pour aller voir sur Internet et entendre... Oui. Moi, puis de toute façon, à chaque fin d'émission, je retransmets sur la page Jaune Parallèle le podcast, il devient en ligne. En passant, pendant que les gens sont là, avant que j'aille à la pause, ceux qui ont des questions à poser à Richard, vous pouvez le faire en me textant sur le 581-500-1196, 581-500-1196. Automatiquement, moi, je vais lire vos questions, et ceux aussi qui ont qui nous suivent sur Facebook, sur la page Zone Parallèle, j'ai mis le poster avec le visage qui annonce l'émission d'aujourd'hui avec Richard Glenn. Vous posez vos questions sous le poster en question. Je vais lire vos questions en ondes, justement. Après la pause, on va en discuter aussi, parce que j'ai déjà plein de questions pour toi, Richard. Alors, on reste en ligne. On revient tout de suite après. Nous sommes de retour avec Richard Glenn. Là, j'ai posé la question à Richard tantôt, mais avant, je vais répéter les numéros de texto. C'est le 581-500-1196 pour ceux qui ont des questions à poser à Richard, ou sur le poster, sous le poster de l'émission qui annonce l'émission sur Facebook, sur la page Zone Parallèle. Si vous avez des questions, vous le faites à partir de là. Je vais vous lire tantôt, assurément. Richard, je t'ai posé la question tantôt concernant ton émission Ésotérisme expérimental que tu as faite depuis plusieurs années. Mais qu'est-ce qui t'a amené à faire une telle émission, et comment le public a réagi à ce genre de propos ou d'affirmations que tu faisais? D'abord, c'est arrivé à l'époque où Vidéotron commençait. Vidéotron commençait la diffusion d'une chaîne communautaire. Et c'était à l'automne 1976. OK. Et dans l'été de 1976, j'ai eu un contact à Mont-Saint-Hilaire avec eux autres. OK. Ils m'ont dit, prépare-toi, tu vas maintenant entrer public. Alors, j'avais 30 ans, et c'était dans un contact où ils m'ont expliqué que j'étais pour être vu et connu plus que l'animateur le plus vu, les plus connus. À l'époque, c'était Réal Giguère. Il a fait une émission dans l'avant-midi. Il y avait encore Réal Giguère une autre heure dans la fin de l'après-midi. Réal Giguère était partout. Oui, mais Réal Giguère animait des jeux, des quiz. Toi, ce que tu animais, c'était vraiment assez traumatisant pour certaines personnes, ou marquant. Bon, c'est sûr que tu as marqué. Alors moi, c'était à la fin du mois d'août, encore dans l'été. On me dit ça. Alors, moi, j'avais aucune espèce d'idée. Il me disait, tu vas être vu et tu vas être connu plus que l'animateur le plus vu et le plus connu. À l'époque, c'était Réal Giguère. Bon. Et même plus que ça, on m'a dit, mondialement, on va te voir. Ben là, je dis, bon, ça veut dire, on n'est pas rendu là. Ben oui, avec Internet, aujourd'hui, on le comprend. Exactement. Alors, je commence je reçois de la visite des gens qui vendaient du câble à Vidéotron, sur la rive sud de Montréal. C'était dans les débuts de Vidéotron. Okay. Et je m'abonne. Et là, il y avait un jeune homme d'à peu près 18 ans qui faisait une émission sur Insolite Rive-Sud, ou UFO Rive-Sud, parce qu'on était sur la rive sud de Montréal. Et je l'écoutais parler des extraterrestres, puis il prenait des lignes ouvertes avec le public, puis tout ça. Puis je me disais, écoute, ça n'a pas de bon sens, là. Il s'en va dans toutes les directions, puis c'est même pas... Je l'ai laissé porter pendant un bout de temps, puis à un moment donné, il prenait des lignes ouvertes. Alors, j'ai commencé à appeler une fois, deux fois.
Après 3-4 fois, là, il me dit « Venez donc au studio, vous avez l'air de connaître ça. » Alors, il était content d'avoir un bon invité. J'y vais. J'arrive là, placote, puis on fait 1 heure, puis là, ben, les gens réclamaient le retour de Richard Glenn la semaine d'après. J'y retournais, puis après 3-4 fois, là, André Chagnon, le patron de Vidéotron, le créateur de Vidéotron, vient me voir, puis après que l'émission était terminée, il dit « Monsieur Glenn, vous ne seriez pas intéressé d'avoir votre propre émission? » Ben, je dis « Oui, mais je ne veux pas y enlever son émission. Moi, je suis professeur d'école. » Ben, il dit « Ça peut s'arranger. » Finalement, pas longtemps après, le garçon est venu me voir en disant « Écoutez, je vais me retirer parce que je connais pas assez ça, puis vous avez l'air de vraiment connaître ça. » Alors là, j'ai bien compris ce qu'il m'avait dit durant l'été. Ça va être le plus connu, que l'animateur le plus vu et le plus connu. Et là, j'ai commencé sur la rive sud de Montréal. Ça n'a pas été long que Québec voulait en avoir des copies, Rimouski voulait en avoir des copies, Chicoutimi en avait des copies, Trois-Rivières en avait des copies. Tous les câbles au Québec, à Montréal, il y avait 3 câbles. Il y avait câble, ça s'appelait Câble-Vision Nationale. OK. Et dans l'Ouest, ça s'appelait CF Cable TV. Ça s'adressait plus à un public anglophone. Tant et si bien que quelques années plus tard, je faisais Experimental Esotericism with Richard Glenn. Une version anglaise. Et ça me permettait d'aller aux États-Unis faire des entrevues dans des congrès américains ufologiques. Okay. Et d'interviewer les gens en anglais sans avoir besoin de faire de traduction. Ils avaient le direct, eux autres, parce qu'il y avait la copie de l'émission en anglais. J'ai fait ça pendant 1 saison seulement. 13 semaines, j'en ai eu assez. Parce que je me suis aperçu que finalement, en anglais, il y avait déjà sur le câble des postes spécialisés qui diffusaient tellement d'affaires avec le phénomène extraterrestre que c'est aussi bien de rester avec mon petit public du Québec. Mais mon petit public du Québec, il faut dire que le dimanche soir, mon émission était extrêmement écoutée. On se retrouvait avec des codes d'écoute de 200 000, 300 000 heures par semaine pour une émission de télévision communautaire. Wow! Sachons qu'à l'époque, il n'y avait pas des chaînes spécialisées comme aujourd'hui. Fait que les gens pitonnaient, là, il y allait 4, 5. En français, il y avait 4 chaînes. Et une des 4, ben, c'était la télévision communautaire. Alors, tu pitonnes, cliques, tu sais, le Gérald, là, qu'on avait, là, le télésélecteur. Oui. Ben, t'étais sur Radio-Canada, sur Télé-Québec, sur Télévision 4 saisons et sur la télévision communautaire. C'est tout ce que tu avais en français. Ben, télévision communautaire, que ce soit ce que ça voudra. C'est Glenn qui est assis, puis qui parle, puis qui reçoit des téléphones, puis j'avais de plus en plus des reportages que je faisais. Je me suis rapidement acheté de l'équipement de télévision pour être indépendant des contingences de la télévision communautaire. J'ai même produit, moi, en couleur, mes émissions sur la télévision communautaire, alors que la télévision communautaire est en noir et blanc à Vidéotron. Mais André Messier, qui était le superviseur technique de Vidéotron, j'y avais demandé, j'ai dit, si j'ai des documents en couleur, ça va-tu passer en couleur? Ben, certainement. Il dit, c'est les caméras qui sont en noir et blanc. Tout le reste, le système, le signal, tout est en couleur. Hein? Fait qu'on a commencé avec un ami, Donald Boucher, à faire une émission avec une caméra couleur qui lui appartenait, puis ça marchait en couleur. Ah ben là, hey, on venait de monter d'un step. Moi, c'est toujours le dernier cri dans tout. Ça me rajeunit pas, ça, pantoute, quand on parle de télévision noir et blanc, ça, là. J'avais ça quand j'étais petite, moi, là, une télé noir et blanc. C'est spécial. Justement, il y a une question de Gaétan Fortin qui demande, quand une émission de Richard sur une station de télé, comme Z-Télé, Historia, Canal D, ou peu importe, là, parler justement des ondes parallèles, ça va-tu se faire un jour d'être en retour dans les médias officiels, ce genre d'émission-là que tu faisais, ou si ça va rester sur le web comme c'est là? Ben, c'est une décision personnelle. J'aime mieux le web qu'une chaîne. Moi, j'ai vu Christian Page, je le connais très, très bien. Écoute, il était dans l'ombrage de François Bourbeau, mais c'était son recherché, c'était le gars qui était le plus actif dans les environs de François Bourbeau à son émission à Drummondville. Puis à un moment donné, j'ai découvert
le poteau rose, c'était Christian Robert Page qui connaissait, puis qui allait fouiller, puis qui faisait des enquêtes. Ça enlève rien à François, qui lui aussi en faisait de son côté, évidemment. Mais là, je me suis dit, écoute, là, j'ai commencé à recevoir Christian Page aussi comme collaborateur dans mes émissions, sans vouloir faire d'ombrage à François Bourbeau, qui est passé sur mon émission il y a 1 an ou 2, et qui m'a avoué qui était convaincu que s'il n'y avait pas la possibilité d'avoir son émission à Montréal ou à Québec, c'est moi qui avais fait des pressions pour pas qu'il rentre. Alors que ma politique était complètement le contraire. Plus on en met, plus les gens auront de variété pour pouvoir apprendre des choses sur le phénomène ovni, entre autres, puis le paranormal. Moi, j'appelle pas ça de la compétition, c'est quand il y a un plus grand éventail de produits. Chacun va aller chercher ce qui l'intéresse. C'est pas une question de nuire à l'autre. Que tu sois là le samedi matin, je trouve ça génial qu'un jour tu aies une émission qui a une bonne cote d'écoute parce que avec le temps, hein, t'as un chum là, qui a de l'air très déluré sur le plan électronique, là, s'il se promène avec un drone puis tout, t'as des reportages, des invités. Comme là, tu peux avoir des invités dans ton studio que tu les interviews puis tu mets ça sur YouTube après. Mm-hmm. Ça pourrait, mais là, pour l'instant, on va se limiter à ce qu'on fait là. Parfois, on fait des vidéos en live. L'émission, des fois, on la met en direct sur Facebook. Justement, on va faire... c'est arrivé la semaine passée, j'ai fait la première demi-heure avec François Bourbeau. Là, aujourd'hui, c'est avec toi en direct sur Skype. Sauf que quand je fais ça, ça va me prendre un peu plus de matériel. Quoique je suis équipée ici d'ordinateur pour aller sur mes comptes, parce que pour lire les questions, d'habitude, je me sers de mon cellulaire. Et là, mon cellulaire, si je l'accroche en arrière, ben je peux plus répondre aux questions, à moins d'ouvrir le Facebook sur l'autre ordinateur. Mais je l'ai pas fait encore, ça, ici, là. Okay. C'est assez complexe, tout ça. Mais en fait, pour tes émissions, là, dans tout le cours de tes émissions, laquelle, parmi toutes celles-là, qui t'a marqué le plus dans toutes tes émissions que tu as faites? Oui. Il y a plusieurs titres, ils m'ont marqué. Il y a celle qui me vient tout de suite en tête, c'est celle qui n'est pas dans le domaine de l'ufologie. D'ailleurs, comme je te disais, c'est pas de l'ufologie expérimentale, c'est de l'ésotérisme expérimental. Hein. Mm-hmm. J'ai reçu quelqu'un 3 jours avant sa mort d'un cancer qui est en phase terminale, qui est venu témoigner. Louis Larivière. Un homme qu'on a connu et à un moment donné, on se rend compte à quel point les notions ésotériques prennent du sens lorsque tu arrives au moment majeur de ta vie. Tu sais, quand on se dit en ésotérisme, les 3 questions fondamentales, c'est d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait et où est-ce qu'on s'en va après. Bon. Alors, mon travail a été de rejoindre des spécialistes dans tous ces domaines-là, là. Les near-death experience, là, les morts imminentes, etc. Mm-hmm. Des témoignages de gens qui connaissent la tradition ancestrale, là, le livre des morts tibétains, le livre des morts égyptiens. Il y a des clés là-dedans, là. Il y a des informations majeures. Alors, moi, je pense à Jean Herbert, qui était un ami de Gandhi. Okay. Il a donné 3 entrevues à la télévision au cours de toute sa vie. J'ai reçu, à partir du moment où je l'ai mis sur Internet, c'est arrivé en France, et ça a été sa fille qui était pleine d'émotions dans sa lettre, dans son courriel, son email, son courriel qu'elle m'a envoyé, en disant « Monsieur, je ne savais pas que mon père avait donné une entrevue qui dure 1 heure avec moi, où il nous amène dans des pistes ésotériques fantastiques parce que c'est lui qui m'a fait connaître c'est quoi un mystique. Un mystique, c'est pas celui qui fait du mystère. Okay. C'est celui qui entre en relation avec le monde spirituel. C'est pas un saint qui va souffrir puis qui va être martyrisé. Non, non. C'est quelqu'un qui a des petites pattes croisées, la méditation, la connexion, c'est ça, avec d'autres niveaux de conscience. Et il fait pas l'apanage de ça, là. Il n'est pas dans nos religions. Il est tout seul sur sa roche, puis il atteint des plans supérieurs. Bon, ben ça, c'est lui. Moi, j'ai dit, comment est-ce que physiquement on peut le remarquer? Il dit, dans son regard. En haut. Un ami de Gandhi, il en a vu de toutes les couleurs en Inde parce qu'il a passé une grande partie de sa vie là-bas. Il a publié énormément de livres dans le domaine de l'hindouisme, de la pensée orientale, etc. J'ai, à travers mes émissions, fait connaître un personnage incontournable, Bernard de Montréal.
Si Radio-Canada avait Bernard de Rome, ben moi, j'avais Bernard de Montréal. Justement, ça faisait partie d'une de mes questions, Bernard de Montréal. C'est quoi la relation que tu avais avec cet homme-là? Comment ça a commencé tout ça? Parce que c'est un être assez particulier. Peux-tu me parler de ça un peu? Bon, oui. Bernard de Montréal, qui est un personnage du Québec, qui parle français, mais qui a été élevé, il est allé à l'école anglaise, anglophone. Okay. C'est pour ça que des fois, il fait des tournures de phrases à l'anglaise traduite, là, et puis des fois, le mot qu'il cherche, c'est pas nécessairement le mot français, c'est le mot anglais, mais qui a francisé, tu sais. Il faut lui pardonner ce côté-là en partant. Mais c'est un monsieur qui m'a été présenté par une dame d'un âge avancé qui était une grande ésotériste qui avait voyagé à travers le monde et qui m'invite dans un salon chez elle pour rencontrer monsieur Bernard. Alors, je ne connaissais pas le personnage et j'ai eu affaire à lui un soir. Et la rencontre a été marquante, autant pour lui que pour moi. Et comme mon émission débutait sur les câbles en noir et blanc, d'ailleurs, la première entrevue qu'on voit de Bernard de Montréal, est en noir et blanc. T'sais. Et quand on s'assoit dans le studio, parce que c'était un samedi matin qu'on a enregistré, tiens, un samedi matin, ça te dit quelque chose, Carole? C'est exactement ça. Le samedi matin, première émission faite avec Bernard de Montréal en noir et blanc dans le studio. Il s'assoit. On n'a même pas le temps d'y accrocher le micro après sa cravate que déjà il commence à parler. Là, j'avais mon garçon, mon plus vieux, qui était à avoir à peu près 12 ans. Il était à une des caméras du samedi matin. Il essaie de se placer vite la caméra. On voit que la caméra branle un peu d'un bord puis de l'autre. Elle se place d'un coup. Oh, OK, on voit Bernard. Et mon technicien parle l'enregistrement de l'entrevue qui était parti. Ça veut dire, lui, il était parti. Il parlait. Puis il répondait à toutes mes questions, mais instantanément, là, d'une manière extrêmement rigoureuse et extrêmement compétente. D'une compétence rare. Alors là, je me suis dit, tiens, là, vraiment, là, j'ai affaire à un personnage unique. Il n'a pas écrit aucun livre, puis il dit qu'on me prenne un jour à écrire un livre. Je n'écrirai pas de livre, parce que dans le livre, c'est mort. C'est comme une pierre tombale. Tu vas lire une pierre tombale d'une pensée d'un mort, mais c'est pas comme s'il te le dit. Non, mais par contre, les paroles s'envolent et les écrits restent. Et voilà. En fait, c'est un peu c'est un peu une forme pas de don, de cadeau qu'on fait après notre départ quand on écrit des livres. Hein. Ça reste, ça va toujours rester. Carole, ça, c'était l'ancien monde. Tu sais, le siècle dernier, c'était ça qu'on disait. Oui. Dans le nouveau siècle du 21e siècle, à 21 ans, on est censé avoir notre majorité. Tu sais comme moi que mes émissions qui remontent à 1979, je les ai encore. Oui, mais s'il n'y a plus d'électricité dans ce monde, tu n'es plus capable de regarder tes émissions, à moins d'avoir des bonnes batteries et quelque chose pour que la technologie puisse marcher, tandis que le livre va toujours être. Oui, puis je vais te dire une chose. La bibliothèque la plus importante au monde entier, elle est en Chine. Et tous les livres sont écrits sur des pierres. Oh. Alors, c'est mieux qu'un du papier. On a vu ce qui est arrivé, ce qu'on appelle l'autodafé, quand on a brûlé tous les livres de la bibliothèque d'Alexandrie. Oui. Hein? Ils ont fait chauffer les bains publics. En dessous des bains, comme des piscines, là, il y avait des fours pour faire chauffer l'eau. Ils mettaient du bois en dessous, là, puis ça faisait chauffer l'eau des bains. Puis à un moment donné, ils ont dit, regardons ça, ces livres-là, c'était tous des rouleaux dans le temps, avec des parchemins. Puis ils mettaient ça au feu. Pendant des mois, ils ont chauffé les bains publics avec les livres de la bibliothèque d'Alexandrie. Alors, même si c'est écrit, ça finit par partir un jour. On sait que quand il y a un dictateur qui arrive dans un pays, il fait disparaître tous les livres qui pensent pas comme lui. Non, effectivement. Mais Bernard, tu dis qu'il n'a pas voulu jamais écrire, mais en fait... Il a écrit finalement. De son métier dans la vraie vie, c'est quoi qu'il faisait comme exerçait quoi comme métier? Il y avait une librairie au centre de Charlotte de Montréal, spécialisée en ésotérisme. Et il avait créé un petit salon où les gens pouvaient prendre un café, des tisanes et lire des livres et les remettre dans les dans les rayons. Alors, il faisait pas d'argent, le pauvre gars. Ben non. Il disait, les gens me donnent ce qu'ils veulent pour leur tisane, leur café. Mais ils passent 3 heures à lire, puis ils laissent le livre là. Ils
partent puis ils l'ont pas acheté. Puis les livres qui sont tripotés par beaucoup de monde finissent par se dévaluer. Mm-hmm. Ils ne peuvent plus les vendre au même prix qu'un livre neuf. Fait qu'au bout de quelques années, il a fait faillite. Il a fermé les portes. Mais ça lui a permis, lui, d'avoir accès à tous les livres. Ça me fait penser à Richard Glenn, quand à un moment donné, un des patrons de Vidéotron me demande « Glenn, pourquoi tu ne vas pas à TQS, dans le temps, ça s'appelait Radio-Québec. Aujourd'hui, ça s'appelle Télé-Québec. Mm-hmm. Parce que j'avais été invité à aller produire une série à Télé-Québec. J'ai dit, oui, mais là-bas, on me dit, tu ne recevras pas un tel, tu parleras pas de tel sujet, tu feras pas... J'ai dit, moi, là, ici, j'ai la liberté. Et être toutes les semaines, n'oublie pas, ça fait depuis 1976, toutes les semaines, 1 heure de télévision avec Richard Glenn, et ça n'a jamais arrêté. J'ai à peu près 2000 émissions ici dans ma vidéothèque à la maison, à Mont-Saint-Hilaire. Tout est là. Mais quand ça... Alors, c'est bon. Alors, ça demeure et c'est disponible encore. On peut aller chercher des documents d'archives et montrer des anciennes entrevues. Toutes les Bernard de Montréal se retrouvent maintenant sur Internet un peu partout. Là. Tout le monde se l'arrache. Hein. Ben, quand ça a commencé, vous deux, il n'y a pas eu un feeling quelconque? Parce que j'ai vu une vidéo, justement, de ça sur le net, à propos de toi, comme quoi que la rencontre s'est faite comme les doigts dans le nez. Vous aviez eu un petit quelque chose de commun en partant. Ouais. La petite chimie qu'il y avait, là. Oui. OK, Carole, osez. Elle va l'oser de me demander. Oui, je viens de l'oser le faire. Oui, mais j'aime ça. Mais c'est parce que tu connais tout mon dossier maintenant. Oui. Et, je t'ai dit, c'est toi la chef d'orchestre d'une entrevue, et t'es la première personne à qui je donne une entrevue en dehors de l'émission Caméra 87. Et j'ai accepté avec toi qu'on parle de Richard Glenn parce que je ne parle pas de Richard Glenn dans mes émissions. Toutes ces années-là, ça a été à l'occasion, oui, pourquoi ça, mais pas plus. Mais pas passer 1 heure ou 2 heures comme actuellement. C'était simple. Moi, j'avais comme objectif d'aller chercher des gens qui ont vécu des expériences ou qui ont des compétences dans des domaines. Mm-hmm. Alors, justement, un des patrons de Vidéotron me demandait, mais pourquoi tu vas pas à Radio-Québec, à la télévision conventionnelle? Tout le monde va te voir. Non, mais j'ai dit, moi, ici, je suis libre. Et d'autant plus que je reçois les auteurs de livres. Car, on m'avait bien dit, ne lis pas. Ne lis pas. Je suis pas un gars qui a une érudition livresque, littéraire. Lis des documents scientifiques intéressants, ça vaut la peine. Des documents historiques, oui, ça vaut la peine. Même si on sait que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, donc tu as toujours 2 versions dans toutes. Mm-hmm. Le Canada a été découvert par qui? Ah, mon Dieu, l'histoire a tellement changé. Non, c'est Jacques Cartier. Ah, il y en a qui disent ça, mais demande ça aux Canadiens. C'est plus Jacques Cartier pantoute, le nom, là. Je me sais pas le nom. Les Canadiens anglais, eux autres, ils vont te dire c'est Cabot. C'est ça. John Cabot. C'est ça. Cabot Trail, Cabot. John Cabot. Jean Cabot, dans le fond. Et Jacques Cartier, quand t'es Canadien français. Fait que tu vois que l'histoire, hein, regarde, c'est nos histoires. Imagine quand on invente une histoire sur un personnage qui a fait des miracles puis qui a fait des choses, sa mission, son message était intéressant, mais on en a fait quoi? Pas seulement la Bible, mais pour parler du christianisme, on a fait des évangiles, etc. Mais je tombe pas là-dessus, parce que ça a fait du bien, tu sais. L'Église, comme m'avait dit un de mes invités d'ailleurs que j'ai reçu, j'ai trouvé ça génial, il dit, l'Église a fait tellement de bien qu'on ne peut en dire de mal. Mais l'Église a fait tellement de mal qu'on ne peut en dire que du bien. Pas sûr, mais... Fait que chacun prend ce qu'il veut. C'est ça. Ou ce qui est rendu dans son développement, dans son cheminement. C'est ça. Ah, c'est spécial. Toi-même, là, tu vas voir avec les années, parce que j'espère que tu vas être là pendant des années, toi aussi. Moi, je l'ai fait pendant 43 ans, là. Ah, je le sais pas. Je vais au jour le jour. Je sais qu'il faut que je le fasse. Je le fais. Et les gens me suivent. Je trouve ça bien, bien correct. Mon but, c'est de faire... je vais apporter la vérité ou je cherche la vérité à quelque part. Puis ça aide les gens, en fait, aussi à, quand ils voient qu'ils sont pas tout seuls à vivre une expérience X, que ça soit fantomatique, rencontre spectrale ou rencontre avec d'un être d'un autre monde, que ça soit bleu, vert, gris, jaune, peu importe la couleur. Le fait qu'on soit écouté
et qu'on soit compris, juste ça guérit l'âme à quelque part parce que moi, la journée où j'ai essayé d'en parler pour la première fois, je me suis fait tellement rire de moi, ridiculiser. Je me suis tue pendant plusieurs années. Je disais pas à tout le monde les capacités que j'avais, mais ça m'a plus, et j'écoutais vos sortes d'émissions comme les tiennes, j'écoutais celle de François Bourbeau aussi à l'époque. J'avais un grand intérêt à vouloir comprendre un peu plus parce que je vivais ces affaires-là. Puis je me dis, crème, on n'est pas les premiers ni les derniers à vivre ça. Donc, c'est comme une sorte de relève, mais autrement. Mais c'est ça que j'ai ce besoin-là de le faire, mais je ne sais pas jusqu'à combien de temps je vais le faire. Ça, l'avenir nous le dira. Peut-être que je vais me faire sacrer dehors, peut-être que je vais me faire fermer. Comme justement, il y a des trucs en rapport à ça. On va en reparler un petit peu plus tard après la pause de tantôt, mais juste avant de parler de ça, parce que ça fait partie d'une de mes questions à laquelle je veux te poser. Jean Morissette m'a aussi demandé de te demander la question suivante. Si tu as la chance, tu as eu la chance de parler avec Arthur Matthews. J'aimerais ça que tu me dises ce que tu penses de ses expériences, Arthur Matthews, avec le petit coffret, là, avec le boîte de cigares, comme qu'il appelait, là. Oui. T'es l'un des rares. Il y a toi et Jean Cazot qui a donné une entrevue à ce type-là. Qu'est-ce que tu penses de lui? Parce que quand on regarde ça, là, les codes ufologiques au Québec, il y en a qui datent de 1941, puis ça s'est fait au lac Beauport. Puis tu regardes le code de Roswell, c'est en 47. On a des cas exceptionnels et très intéressants ici, et parfois même plus intéressants que ceux qui se passent aux États-Unis. Mais Arthur Matthews, qu'est-ce que tu aurais à me dire si je te demande de me donner ton avis sur son cas? Oui, juste une parenthèse. Quand tu as dit on a des cas exceptionnels au Québec, c'est vrai. Et dans le dossier du phénomène des petits gris, là, j'ai appris assez rapidement, il y a longtemps, très longtemps de ça, qu'ils sont pas tous pareils. C'est un peu comme les Américains, ils pensent pas tous pareil, puis les Québécois pensent pas tous pareil, puis les petits gris pensent pas tous pareil. C'est-à-dire que il faut pas les mettre dans le même panier. J'ai jamais eu de misère avec eux autres. Même si dans certains cas, on dit qu'ils sont allés... j'ai rencontré Whitley Strieber, c'est comme Union. Bon, il est devenu extrêmement perturbé par les expériences qu'il a subies avec des êtres qui sont un peu de cette nature-là. Il faut pas toutes les mettre dans le même panier et dans le même bain. Là, tu me demandes... pour Arthur Matthews. Bon, ouais. Arthur Matthews, oui, il était un vrai contacté. Oui, je vais même plus loin que ça. J'ai eu l'impression que je rencontrais le fils de Nikola Tesla. Peut-être un fils de la fesse gauche, là, ou une petite mésaventure qui se serait passée avec la mère de Arthur Matthews. Qui fait que c'est pour ça que Nikola Tesla venait souvent rencontrer Arthur Matthews au Québec de la manière la plus anonyme possible. Il y avait même un centre entre la Tuque et le lac Saint-Jean où le train passait. Puis il y avait Tesla, des grands moyens financiers aussi. Il avait fait faire un rail qui allait dans un endroit reculé que les gens ne connaissaient pas. J'ai parlé à des chauffeurs de train de cette époque-là qui m'ont dit oui, c'était spécial, c'était mystérieux cette affaire-là. On était dans plein bois et le train, il y avait un aiguillage, il arrivait puis il s'en allait là pour porter du matériel, puis il débarquait du matériel lourd, puis tout d'un coup on revenait sur le rail principal puis on s'en allait vers le lac Saint-Jean. Nikola Tesla, là-dessus, c'est Yann Vanet qui a fait un excellent travail de décryptage des expériences que Matthews a fait puis que Tesla venait régulièrement le voir. Et Matthews, oui, la petite boîte, c'est mon plus jeune, mon plus vieux, c'est-à-dire Stéphane. On est allé l'interviewer avec mes caméras. J'ai montré d'ailleurs il y a quelques mois une partie d'entrevue avec Arthur Matthews. C'est exceptionnel. J'en ai plein de... Moi, j'avais ma caméra couleur depuis bien longtemps. Les gens, les ufologues en général, ils allaient avec un papier puis des crayons puis des photos.
moi, c'était toujours avec la caméra couleur. Alors, j'ai des entrevues de Mme Malbeuf que personne n'a. La madame qui a été témoin de quelque chose en plein cœur de Montréal, etc. Excusez, je me suis étouffé avec ma salive en parlant trop, là. Mais, donc, dans la petite boîte en bois, mince, comme du balsa, mon gars, il a demandé d'aller aux toilettes. Il est rentré dans la maison de Matthews pendant qu'on l'interviewait dehors parce qu'il faisait un beau soleil comme aujourd'hui. C'était moins compliqué à filmer. Il était là aux toilettes. En revenant des toilettes, il entend du bruit sur un bureau. Il s'approche, il y a une boîte de cigares de Cuba. Il retrouve la boîte, il regarde dedans. Il y avait des sons, des voix qui ne parlaient pas une langue qu'on pouvait identifier facilement, là, ni de l'anglais, ni de l'allemand, ni l'accent qu'il y avait, c'était pas une langue qu'on pouvait identifier. Et il n'y avait rien dans ça, il n'y avait que des roches. Mon gars me dit, c'est des roches. Non, c'était des cristaux. Et tu sais que Tesla avait mis au point un instrument qui permettait d'entrer en contact avec des extraterrestres. Les 3 objectifs des émissions d'ésotérisme expérimental étaient les suivants. Le premier, normaliser ce qu'on appelait le paranormal. C'est vague, c'est grand, mais c'est ça. Normaliser le paranormal, incluant, comme tu disais tantôt, les fantômes. Je t'ai reçu dans une émission où tu es venu avec une équipe pour une maison hantée où c'est avec Antis des Québec. phénomènes. Ouais. C'est là que j'ai apprécié tes qualités. T'observes, t'essayes pas de prendre le plancher, puis t'essayes pas d'interpréter puis de donner dessus des explications, puis tu laisses porter. T'es sage. Tu regardes, t'analyses. Faut te demander ce que tu penses. Tu ne te mettras pas à partir là comme un preacher, là, hey, écoutez-moi, là. Non. Tu sais, ça, c'est une qualité importante, d'être capable d'observer et d'écouter. Moi, je l'avais plus quand j'étais plus jeune, au début de mes émissions. J'écoutais plus mes invités. Aujourd'hui, j'interviens assez souvent parce que je veux plus que les gens tournent en rond puis qu'on perde du temps. On s'en va à ça, on y va. Puis quand j'interviewe un physicien français important, puis qui passe sur une fripe, à un moment donné, j'ai dit, vous savez que l'ésotérisme ou la tradition dit ça dans ces termes-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pas un ésotériste. Écoutez, là, moi, je suis un physicien, mais moi, je vous dis, c'est ça. Ben, ça ressemble à l'arbre des séphirotes. Si on parle de 10 réalités dans l'univers, 10 niveaux de la réalité, ben, dans l'arbre des séphirotes, il y en a 10. Au palais. Fait que là, je me suis amusé avec un physicien de haut niveau, de haut calibre, et ça, c'est un exemple. J'ai reçu Guylaine Langto, qui a un grand nombre de vidéos. Tu sais, Guy, je l'ai reçu quand elle était encore médecin, reconnue dans le Collège des médecins. Mais j'ai dit, avec les propos que vous tenez là, vous risquez d'avoir... ça n'a pas été long. 6 mois après, elle se retirait du Collège des médecins, etc. Mais il y a des gens qui m'ont reproché d'être intervenu. Mais j'ai dit, il y a 40 vidéos avec Guy sur Internet. Avec Richard Glenn, on va visiter sa maison d'enfance. C'est à Belleuil, à côté de Mont-Saint-Hilaire. Alors, c'est sûr que je me permets maintenant des intrusions avec mes invités pour apprendre des choses nouvelles. Pas qu'on entende ce qu'elle a dit déjà dans 40 vidéos. Alors, je suis obligé de mettre les horloges à l'heure à ce niveau-là. Bon, alors première raison, c'est normaliser le paranormal. Le deuxième, expliquer et donner l'occasion à des spécialistes d'expliquer ce qu'on appelle l'énergie vitale. L'énergie vitale, ça va être par des médecines parallèles, ça va être par de la sexualité. Et sexualité, c'est pas juste de la génitalité. Quand on parle de sexe, on pense toujours aux organes génitaux. Ben non, c'est ça. Sexe, c'est une année bisextile. Ça veut-tu dire que tu vas faire 2 fois plus de sexe cette année? Bisextile, c'est parce qu'il y a 2 6. Ben oui. Bon, un sextant. Parce que ça divise tout en 6. Alors, le sexualité, c'est 6. On a 7 chakras. Tu le sais comme moi maintenant? 7 Les chakras. 7 importants. Ben oui, et la sexualité, c'est d'activer ces 6 chakras qui marchent par paire. Le coronal qui est au-dessus de la tête et celui qui est en dessous qu'on appelle le chakra racine. C'est ça. Ensuite, tu as les organes génitaux, tu as le 3e œil au front. Tu as le hara qui est dans le ventre
et tu as la gorge qui est en haut. Et au milieu, le 7e chakra, c'est le cardiaque qui est tout seul. Et c'est celui-là qui te permet, par amour, d'entrer en communication avec l'autre. Alors, on comprend que le sexe, c'est active les 6. Les 3 d'en haut, les 3 d'en bas. Exact. Et te sert du cœur, le Sacré-Cœur de Jésus qui est lumineux, etc. Bon, ben, les énergies vitales, c'était ma deuxième raison de mes émissions Ésotérisme expérimental. Premier, normaliser le paranormal, incluant le phénomène extraterrestre et les fantômes et tout le reste. Deuxième, l'énergie vitale. Et le troisième, apprivoiser la mort. Ah, ça, c'est... Oui, parce que ça, c'est comme... On ne sait pas quand. On sait quand on peut savoir quand on vient au monde, à part de se faire, comme on dit, euthanasier légalement maintenant. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, mais il faut apprécier tout ce qu'on vit. Oui, mais là, justement... Un jour à la fois, et c'est ça. Mais il faut vraiment pas avoir peur non plus de ce moment que tout le monde va passer par là. Et là, je vais être obligée de faire... Là, on va faire comme une autre petite pause. C'est pas de mettre mort à l'émission parce qu'il reste quand même 30 minutes à l'émission. Mais on va aller à la pause et on revient tout de suite après parce que j'ai des tonnes de questions que j'ai même pas eu le temps de te lire encore. Alors, garde la ligne. On revient tout de suite après. Avec Richard Glenn. Richard, là, j'ai une question piège à te poser. Tu m'entends bien? Oh, très bien, oui. Okay. Et là, je me prépare à sauter. La question piège? Par-dessus le piège. Selon toi, là, combien que de races non humaines ici sur la Terre? Parce qu'il y a tellement de chiffres qui ont été énoncés comme 6, 20, 80, 100 races extraterrestres. Mais selon toi, là, combien qu'il y en a de différentes sources approximatives qui visitent notre planète ou qui y sont déjà? Bon, dans le phénomène extraterrestre, il ne faut pas prendre en considération que ce qu'on appelle extraterrestres sont que des êtres biologiques matériels. Et ceux qui ont le plus d'importance et d'influence pour l'humanité, ce ne sont pas ceux qui sont à peu près au même niveau que l'être humain, piégés dans ce qu'on appelle le temps et l'espace. Okay. Donc, il y a des êtres qui ont des capacités spirituelles tellement supérieures, comme tu disais tantôt, Caso les appelle des spectrales. Oui, des rencontres spectrales. Bon, je ne sais pas si c'est de ça dont il veut parler dans son langage à lui, là, parce que chacun arrive avec son vocabulaire. Ben ça naît, en fait, qu'est-ce qui est fantomatique? C'est une rencontre spectrale, en quelque sorte. Ça vient d'une autre dimension. Oui, c'est ça. Est-ce que tu vas les appeler des extraterrestres, ceux-là? Non, mais pas du tout. Ah, alors pour toi, les extraterrestres... Non, quand je dis extraterrestre, c'est parce que si ça fait partie d'une zone parallèle à la nôtre et qui sont toujours ici, c'est juste qu'ils sont hors de notre époque ou hors de notre dimension. Mais ça fait pas d'eux des parce qu'ils sont peut-être... On ne sait pas on ne sait pas, est-ce qu'ils sont toujours... Oui, c'est ça. C'est amusant. J'ai eu un flash étrange, là. Moi, j'ai eu une très grande collaboration avec une émission de radio. On parlait pas de Richard Glenn, là, mais il me recevait au moins une fois par mois où je participais à l'émission de Bob à Paris, à la radio. Bob Belanca. Bob Belanca, exactement. Que j'ai reçu, que j'ai fait venir d'Europe 2 fois à mes frais parce que je voulais qu'il participe à mes congrès ufologiques. Et ce que j'avais comme particularité, c'est que j'introduisais dans ces émissions des extraits d'invités que j'avais reçus spécialisés dans des domaines et, entre autres, Bernard de Montréal par rapport à la question que tu viens de poser. Et il va nous dire que la quantité, le nombre, c'est quasiment ridicule de se poser la question. Combien existe-t-il de sortes d'automobiles ou de marques d'automobiles sur nos routes? C'est plus important d'essayer de savoir combien existe de modes de transport
On va parler de l'hélicoptère, de l'avion, de l'automobile, du camion, après ça du bateau, du sous-marin, etc. Alors, il y a des variétés qui ont plus d'importance que les races. Moi, j'ai rencontré Paul Hellyer, dont tout le monde parlait parce qu'il parlait des extraterrestres. Ancien ministre de la Défense. Oui, ministre de la Défense du Canada, qui est allé dire que le phénomène OVNI est aussi réel que les avions qui circulent au-dessus de nos têtes. Exactement. Bon, il y en a long et large, et il y en a qui l'ont ridiculisé, qui ont dit c'est un vieux gaga. M'a dire, il y avait 90 ans quand je l'ai interviewé, il avait toute sa tête, et je l'ai interviewé en même temps pour faire un message à Bob Belanca, justement, de l'émission. Bob qui vous dit toute la vérité. Mais c'était une possibilité, puis ça sera avec toi aussi, faire une thématique à un moment donné, pas besoin de prendre 2 heures, mais à l'occasion de t'amener des extraits, parce que si je mettais un extrait de Bernard de Montréal qui parle pendant 5 minutes de ce que tu viens de me demander, tu verrais qu'on passe à un autre niveau de conscience. Bon, OK. D'abord, je vais te poser la question autrement. Lesquels, parmi tous ceux-là, qu'on devrait craindre? Oui. L'idée de craindre, c'est d'abord un instinct animal de base et intelligent. On se dit mieux vaut prévenir que guérir. Avoir un minimum de sécurité. Là, ils appellent ça comme une loi là, en Europe, ils sont forts là-dessus en disant il faut pas prendre de chance avec le micro-ondes, avec le 5G qui s'en vient, qui va tout nous polluer le cerveau. Il y a comme le principe de précaution. OK. Hein? Alors, c'est normal qu'on ait à se dire, on dit à nos enfants, approche pas d'un inconnu. Approche pas d'un extraterrestre qui arrive à la soucoupe volante, qui ouvre la porte et qui dit venez-vous-en, rentrez dans la soucoupe volante. Quand on dit à nos enfants, embarque pas dans l'automobile d'un inconnu. Ben, OK, ouais. Bon. Fait que, tu sais, lesquels qu'il faut craindre? Il faut craindre ceux qui veulent s'imposer, qui veulent nous obliger. Je disais un peu plus tôt dans la première partie de notre rencontre, il faut qu'on soit des adultes éclairés et qu'on aura notre liberté, que ce soit librement consenti. Parce qu'en fait, les cas d'enlèvement qu'on voit, là, c'est carrément du viol. Là. Parce que je dis pas dans le sens violé, dans le sens sexuel. Là. C'est du viol parce que... Oui, mais même dans le sens sexuel, mais c'est ça. Mais pas toujours, parce que des fois, c'est seulement pour prendre des implants ou de mettre des implants. J'ai eu des implants beaucoup. Ça me sortait par le nez régulièrement, ou c'était en arrière de mon oreille. Puis je sais de quoi on parle, bien précisément. Mais on le fait sur des animaux en voie de perdition. Là. Tu sais, on en met des implants sur des ours polaires. Ben, sur les humains, c'est déjà commencé, là, parce que maintenant, c'est rendu que tu te pointes le bras pour rentrer dans une pièce, le système, la porte rouvre, là. Tu as un implant qui rouvre la porte automatique. On met des implants sur des enfants qui viennent de naître. On dit aux parents, ça va vous permettre de les retracer si jamais ils se font kidnapper ou s'ils se perdent, vous allez les retrouver facilement. Alors, c'est sûr qu'on change de monde, on change de planète. Allez voir le document de Harari dont je parlais tantôt. Je vais te dire, il faut être prêt à un changement de paradigme total. Alors, autrefois, c'était le terrain qui était la valeur quand quelqu'un possédait un terrain et les bâtisses qui allaient dessus, puis tout ça. Après ça, ça a été la technologie, la machine. On avait des horsepower, là, la vapeur, la machine à vapeur, la machine au charbon, la machine électrique. Maintenant, c'est même plus la machine électronique, c'est simplement les data, les données, les informations. Et on arrive dans un monde où quand tu sais quelque chose, c'est quelqu'un qui envahirait la Silicon Valley de Californie avec des forts d'assaut. Puis le lendemain, qu'est-ce qu'il ferait avec ça? Rien. S'il n'y a pas de la connaissance des scientifiques pour savoir quoi faire avec les chips et les ordinateurs puis tout ça, l'information devient la nouvelle valeur qu'on doit acquérir. Ben, c'est sûr que le travail que tu fais, que je fais depuis 43 ans, d'amener les gens à connaître des choses,
dont personne ailleurs ne parle ou ose parler. Ben exactement. Alors, Justement. je sais pas. Puis c'est sûr. Mais là, il nous reste à peine 5 minutes à l'émission, mais je vais te poser une question rapide. J'aimerais savoir. La vie n'est pas finie au bout de 5 minutes. Hein? Ah non, je le sais qu'on n'aura pas fini, mais on n'aura pas le choix parce qu'il y a une autre émission qui embarque derrière la mienne. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut se revoir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Ah ben ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je vais ça. toujours continuer de vouloir Ça savoir. dépendra de la réaction du public. Si tu as beaucoup de demandes pour recevoir à nouveau Richard Glenn, Ben, si Richard veut revenir, il va falloir parce que j'ai même pas terminé toutes mes propres questions à moi. Mais pour les auditeurs, je vais faire plaisir à mes auditeurs, m'a lire leur à la place que les miennes, que je réserverai ultérieurement à un autre moment. J'ai Michel Plante ici qui écrit: est-ce que Richard a déjà fait l'expérience d'une régression hypnotique? Honnêtement, je l'ai faite aux États-Unis avec un groupe scientifique de calibre très, 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 très important. Mais au Québec, non, ça m'intéressait pas. Ça m'intéresse toujours pas. Mais de toute façon, je pense que tu es comme... tu te souviens de tout? Quand il t'arrive quelque chose? Non. Non? Et ça t'intéresse pas de savoir s'il y a d'autres choses qui manquent? De tout? Non. Toute vérité n'est pas bonne à dire et toute vérité n'est pas bonne à révéler à la personne. Moi, je connais une Sylvie P. Oui. Que Marc Saint-Germain a analysé, étudié, a été mis sous hypnose. Et aujourd'hui, elle est plus vraiment intéressée à parler de ses expériences. Et c'est son droit le plus légitime, parce qu'à un moment donné, il y a des choses sous hypnose qu'elle apprend d'elle-même. Un peu comme ton drone là, de ton copain, là, Alain. C'est bien beau de monter en altitude, c'est le fun. Tu prends un paysage, tu vois au loin, tu vois des choses que les autres en bas ne verront jamais s'ils n'ont pas la possibilité de sortir de leur corps avec leur conscience pour aller voir l'horizon de leur vie, l'horizon du monde, etc. Mais le drone, mieux qu'un hélicoptère. Quand tu es assis dans un hélicoptère, tu vois très loin. Tu montes avec dans ton hélicoptère. Tu montes avec. Mais là, dans ton drone, tu le vois dans ton écran. Qu'est-ce que la caméra du drone montre? Mais tu peux tourner la caméra vers toi en bas. Exact. Et ça, c'est une expérience initiatique. J'ai bien aimé. De voir à quel point on est petit dans tout l'ensemble. Oui, puis j'ai bien aimé ta comparaison à ça et les voyages astro. C'est comme si notre subconscient, notre âme monte, sort de notre corps et on voit tout et on se voit comme quand on fait une expérience de mort imminente. On peut se voir d'en haut, mais en fin de compte, on n'est pas mort, on est toujours là. L'image qu'on va chercher par en haut via le drone qui revient par la suite à nos côtés. C'est comme nous, quand on revient dans notre corps. C'est assez particulier. Là, il me reste... Hey, à peine 3 minutes. C'est plate, ça passe tellement vite. J'ai Claude Christave qui demande aussi, parce qu'il a posé la question la semaine dernière à François Bourbeau, et il aimerait que je te la pose aussi. Pour toi, si le phénomène s'avérait être dangereux pour l'humanité, selon toi, les autorités politiques et scientifiques auraient-elles le devoir de prévenir la population? Et dans ce sens, que pense-t-il des dernières déclarations du Pentagone concernant les études du programme ATIP, la Advanced Aerospace Trade Identification Program? Et voilà, la question de Claude. Quand on parle de politiciens, on parle de hypocrites, de gens qui vont tout faire pour préserver leur acquis, protéger leurs arrières. Et je pense qu'on n'a pas affaire à des gens qui vont être dans la transparence de ce qui se passe dans le monde. À la question que Claude pose, je lui renvoie la balle, comme si on jouait au ping-pong là, ou au tennis. Si les médecins découvraient que tu as un cancer en phase terminale, mais tu te sens bien, sauf que la tumeur que tu as au cerveau va se développer dans les 15 prochains jours et c'est sûr que tu ne verras pas Noël cette année. Est-ce que tu aimerais qu'on te le dise? Oui. Oui, parce que, je sais pas, de le préparer mes dernières heures, tant qu'à faire, je sais, comme on annoncerait que... Bon,
Moi, j'ai le don de médium et il y a une époque où j'avais l'audace de dire à des gens, ben tu vas mourir à tel âge ou autour de tel âge, c'est marqué dans tes lignes de main, c'est dans ton karma ou ton plan de vie. J'ai arrêté, c'était évident, là, ça avait pas de bon sens. C'est arrivé. Regarde René Lévesque dont je parlais, je lui avais dit, lorsque je l'avais vu en sortant du magasin de fruits et légumes, j'ai dit, Monsieur Lévesque, la prochaine fois qu'on va se voir, on va être à quelques jours de votre mort. Oh. Ah, il me fuyait comme le diable parce que moi, j'avais une émission. Ben oui, mais j'avais une émission assez cassée. Ben oui, mais il y a de quoi? Il va avoir peur. Mon émission était la nuit avec Jacques Faby. Et à la même époque, René Lévesque avait son émission assez cassée en plein jour. Et un jour, on me demande d'aller faire la chronique dans l'après-midi, qui va être enregistrée pour la présenter durant la nuit parce que je pouvais pas être là. Alors j'y vais. J'arrive face à face avec René Lévesque qui sortait du studio. Le technicien Jean-Paul Lheureux qui était là, il a vu René Lévesque blanchir, reculer de 3 pas et être à côté sur le mur, figé, paralysé quasiment de peur. Tu comprends? Hey. Et là, il a passé. René Lévesque est mort le dimanche qui suivait. J'avais des questions comme de Marco Chiasson qui demandait si tu avais déjà vu des ovnis en présence de d'autres personnes aussi. Mais je suis sûre que la réponse est oui parce que tu avais prédit un événement. C'est arrivé encore il y a 3 semaines. Bon, en plus. Fait qu'il y a d'autres témoins toujours quelque part. Des gens très crédibles à qui je ne demande pas d'être à la télévision sur mes émissions. OK. C'est pas le temps encore. J'ai Denis Boulet aussi qui me demandait, on va terminer l'émission là-dessus parce que c'est déjà l'heure de fermer, mais j'ai Denis Boulet qui demande à quoi M. Richard Glenn est-il le plus fier face au monde ésotérique? Qu'est-ce qui voyons, je vais te le dire. Moi, je pense que qui dit que je suis fier d'avoir réalisé tel ou... tout simplement, ésotérisme expérimental. Mes 2 garçons vont hériter des archives de tout ça et ils n'ont pas été impliqués dans mes affaires plus que ça, mais ils savent que ça a marqué le Québec à une époque pendant des années, 43 ans, toujours la même voix, le même bonhomme avec la moustache que maintenant une barbe en plus. Allez me voir sur Orandia TV sur YouTube, ORANDIA TV. Oui, vous allez voir les archives, vous allez voir tout ce qu'on fait. Toutes les semaines, tu as participé à quelques reprises. Tous les samedis soirs, on est en direct de 8h à 9h du soir. Oui. Sur Orandia TV. Oui. Alors, vous verrez tout. Et c'est ce dont je suis le plus fier, c'est que oui, il y a quelque chose qui est resté. Même si les écrits restent et les paroles s'envolent, oui, mais les vidéos, une image vaut 1000 mots. Quand tu fais une émission, c'est encore bien plus que d'écrire. C'est ça. Et tous les samedis à 20h, ésotérisme expérimental sur Internet, comme que Richard vient de mentionner, à orandia.tv. Il y a aussi... Non, Orandia TV, pas de point. OK, il n'y a pas de... Orandia TV, d'accord. Sur YouTube. D'accord. Puis tu as aussi le congrès ESO la semaine prochaine, le 6, où justement, à l'occasion, tu vas présenter notre UFO petite 801, entrevue. parce qu'on est en 2018, c'est le 5e congrès ufologique, UFO 801, à l'hôtel Sandman, juste à côté de la station de métro de Longueuil, toute la journée, puis allez sur notre site régulier d'ésotérisme expérimental, tout simplement. Allez voir sur Google ésotérisme expérimental, clic, vous verrez, vous pouvez acheter des billets maintenant, encore aujourd'hui. Parfait. Là. On est obligé de se laisser parce que l'autre émission commence. On n'a même pas le temps d'en rajouter. L'émission Codef 3.2.0, c'est-à-dire commence à l'instant. 3.0. Et la semaine prochaine, on reçoit Nancy Gagnon, qui est auteure et médium. Alors, on se dit à la semaine prochaine, tout le monde. Merci beaucoup, Richard, de ta présence. Désolé aux auditeurs de ne pas avoir posé toutes les questions. On n'a pas eu le temps. Alors, on se dit la semaine prochaine. Merci. Bonne fin de journée et bon week-end à tout le monde. Bye-bye.